Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Lumons pour le cycle Univers et sa troisième conférence de l'année. Donc c'est la dernière conférence de l'année civile, on est à quelques jours de Noël et on a un beau cadeau à vous proposer puisqu'on a la chance d'accueillir Pierre Thomas qui nous vient directement de Lyon. Donc il est professeur de géologie à l'école normale supérieure. Son domaine de recherche, c'est vraiment la géologie des planètes, donc c'est un vrai expert de ces questions-là. Et depuis maintenant 15 ans, il est extrêmement actif en diffusion des connaissances scientifiques. Alors, il a un site formidable où tu pourras peut-être citer l'adresse, Oui. qui s'appelle Planète Terre, qui est mis à jour pratiquement chaque semaine avec des articles passionnants pour tout ce qui touche à la Terre et à l'espace. Donc un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, c'est un bienvenue à Mons et bonne soirée à toutes et à tous. Donc je monte. Alors Lyon, c'est pas très loin, il y a 3h30 de direct Lyon-Bruxelles en TGV. Donc Bruxelles devient la banlieue de Lyon. Donc je m'assieds parce que j'ai mal au dos. Donc je vais vous parler, parce qu'on me l'a demandé, du volcanisme dans le système solaire, et j'ai mis ici quelques images de volcans qu'on reverra au cours de l'exposé. Alors vous savez tous forcément que le système solaire des astronomes, c'est 8 planètes, le Soleil, 8 planètes, leurs satellites, des astéroïdes, des objets transneptuniens, des comètes et tout ça. Et tout ça, c'est une classification en fonction des orbites. Si on fait une classification plus géologique du système solaire, finalement qu'on tourne autour d'une étoile ou qu'on tourne autour d'une planète, moi ce qui m'intéresse, c'est en quel caillou c'est fait. Alors là, vous avez une classification géologique du système solaire. Ici, vous avez la masse volumique, en grammes par centimètre cube, en l'occurrence. Ici, ce n'est pas les unités internationales, mais ce n'est pas grave. Là, vous avez le diamètre avec une échelle logarithmique. Et on peut pointer tous les corps du système solaire là-dedans. Et on voit qu'on fait à peu près 6 catégories. Alors, il y a, à tout seigneur, tout honneur, le Soleil, tout seul dans sa catégorie. Vous avez vu la taille, plus d'1 million de kilomètres de diamètre, une densité vraiment faible. C'est une boule de gaz. À peu près la même densité, mais beaucoup plus petit. On va dire que c'est autour de 100 000 km de diamètre, entre 100 000 et 1 million. Vous avez ce qu'on appelle les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et vous voyez que ces planètes géantes ont la même densité faible que le Soleil. Parce que, comme le Soleil, c'est essentiellement du gaz, hydrogène, hélium. Inutile de vous dire qu'il n'y aura pas de volcan sur ces corps-là. On ne peut pas avoir de volcan sur une boule de gaz. Je continue en descendant de taille. Je suis, disons, là, autour de 1000 km. Et j'ai des corps toujours aussi légers, mais beaucoup plus petits. Si c'était du gaz, la pression de corps aussi petits serait très faible et la densité ne serait pas entre 1 et 2, elle serait de 0,0 et quelques. Si ça a une densité de 1 et 2, c'est parce que ces corps sont composés d'un mélange de cailloux et de glace. Et donc, un mélange cailloux, densité 3, glace, densité 1, et là, si vous mettez 3/4 de glace et 1/4 de cailloux, vous avez à peu près cette gamme de densité. Là, on pourra avoir des volcans. Mais des volcans dans un corps de glace, c'est quand on fait fondre la glace de l'intérieur, il sortira de l'eau. Donc, quand je parlerai de volcans sur ces corps-là, ça sera des volcans d'eau. Alors, on pourrait discuter, est-ce qu'on appelle ça des volcans ou des geysers? Laissez-nous en discussion oisive à ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Alors, encore plus petit, là c'est autour de 10 à 100 km, c'est les objets de Kuiper et les comètes, et là je n'en parlerai pas. Et tout ça c'est densité légère, ça parce que c'est du gaz comprimé, ça parce que c'est une dominante de glace. Là vous avez des corps dont la densité est comprise entre 3 et 5,5, c'est parce que ce sont des cailloux. Alors vous avez les gros et les petits. Les petits, c'est les astéroïdes. J'en parlerai quasiment pas non plus. Et les gros, vous en avez 7. Vous avez la Terre, Vénus, Mercure, Mars, la Lune, Io et Europe. La Lune, Io et Europe sont des satellites de la Terre ou de Jupiter. Et Vénus, la Terre, Mercure, Mars, évidemment, sont des planètes. On va surtout parler du volcanisme sur ces planètes de roche, qu'on appelle telluriques. Ça vient du latin tellus, le sol. On parlera un petit peu des volcans sur satellites et petites planètes de glace. Et on ne parlera pas du tout du reste. Voici le menu. Donc, on va parler dans un premier temps de ça.
Alors, notre référence, surtout pour moi qui suis géologue, c'est la Terre. Alors, quand vous voyez une mauvaise émission à la télévision, c'est presque un pléonasme. Enfin, en France, c'est presque un pléonasme. Belgique, je ne sais pas. On montre toujours l'intérieur de la Terre en rouge, avec des flèches et ça gloute et tout ça. Et on vous dit que les plaques ou les continents dérivent sur le magma. On ne sait que depuis 1883, ça fait quand même un certain temps, que l'intérieur de la Terre est solide, sauf l'extrême noyau en bas, mais ça, c'est tellement profond qu'on n'en parle pas. Donc, les 3000 premiers kilomètres de la Terre sont solides. C'est fait d'une roche verte. Je vous montre la roche en question. C'est vert. Voici un morceau de ce qu'on appelle le manteau. C'est pour ça que j'ai mis tout l'intérieur de la Terre en vert, parce que c'est une roche verte. Et cette roche est solide, alors de plus en plus chaude quand on s'enfonce, mais la pression quand on s'enfonce est également de plus en plus forte. Et l'augmentation de pression empêche la fusion. Et c'est pour ça que c'est solide de la surface jusqu'à la base de cette couche de cailloux. Après, c'est du fer qui est fondu. Mais dans cette couche de cailloux, il se passe des choses localement, par exemple sous ce qu'on appelle les dorses, sous les volcans, mais c'est local dans l'espace et c'est local dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, sous l'Etna, aujourd'hui, il se passe quelque chose qui fait que cette roche verte fond un petit peu. Et ça fait un volcan qui est sous l'Etna. Et c'est maintenant. Vous revenez dans 10 millions d'années, il n'y aura peut-être plus de volcan sous l'Etna. Si vous faites un trou sous la ville de Mons, vous pourrez faire 3000 km sans trouver une goutte de magma. Donc, il y a volcanisme sur Terre, que parce que des causes géologiques diverses et locales entraînent ici ou là, et assez superficiellement, une fusion partielle. Là où il y a fusion partielle, donc volcan, j'ai mis des petites gouttes rouges. Là où il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est éminemment superficiel et éminemment minoritaire. Il n'y a volcan que parce qu'il se passe quelque chose d'anormal qui fait que ça fonde localement. Alors, la plupart du temps, il y a deux sur Terre, hein, je n'en dirai pas plus. La normale, alors cette roche est chaude et quand même une certaine ductilité. Elle se déforme comme un glacier. Vous avez déjà vu un glacier, la glace c'est dur, ça croque sous la dent. Sur ce, un glacier avance en serpentant dans sa vallée d'à peu près 100 mètres par an. Et bien la roche du manteau, qui est beaucoup plus rigide que de la glace, avance beaucoup moins vite, à peu près au maximum de 10 cm par an. Donc vous voyez la relation, en admettant que la rigidité soit proportionnelle à la vitesse, un glacier 100 mètres par an, les roches du manteau 10 cm par an. Ça vous donne que c'est vraiment très dur. Mais ça se déforme parce qu'il y a de la convection à l'état solide et de temps en temps, il y a de la décompression et par exemple, ça fait fondre. Je ne vais pas plus en parler que ça, mais c'est certainement comme ça, a priori, que sont faits les planètes telluriques, Mars, Vénus, Mercure et la Lune. Pas une goutte de magma dans ces planètes-là. Mais pas une goutte de magma, sauf très localement, ici ou là. Donc un morceau de manteau terrestre, comme je vous l'ai dit. Et on va commencer par la planète, enfin le satellite qu'on connaît le mieux, évidemment, c'est la Lune. Parce que tout le monde s'intéresse à la Lune, sauf l'Europe. Hein, on a les hommes politiques qu'on mérite, c'est nous qui les élisons. Même les Chinois y vont, les Indiens ont envoyé des sondes sur la Lune, enfin autour de la Lune, les Japonais. Il n'y a que l'Europe qui ne fait rien. Elle discute. Alors, voilà à peu près ce qu'a vu, ce qu'on pourrait voir si par exemple on part vers Jupiter. On quitte la Terre et la Lune. On part vers Jupiter, c'est une vraie photo prise par la sonde Galileo en route sur Jupiter. Et ça vous montre les tailles relatives Terre-Lune. Ce n'est pas un montage, c'est une vraie photo. En diamètre, la Lune est à peu près 4 fois plus petite que la Terre. 4 fois plus petite en diamètre. Ça fait 4 au cube fois moins volumineuse. 4 fois 4, 16, fois 4, ça fait 64. Donc en volume, c'est 64 fois moins. Et comme c'est un peu moins dense, en masse, c'est 80 fois moins. Alors, voilà une photo volontairement floue. C'est à peu près ce qu'a vu Galilée en 1610, quand il a pointé sa première lunette vers la Lune. Mais malgré la mauvaise qualité de sa lunette, et encore c'est faux, parce que la lunette de Galilée avait un champ tellement réduit qu'il ne voyait pas la Lune en entier. Donc s'il regardait le nord, il ne voyait pas le sud. Là, c'est une photo que j'ai volontairement floutée, où j'ai mis la Lune en entier. Enfin, un quartier de Lune. Mais Galilée, avec sa mauvaise lunette, entre guillemets mauvaise, parce que c'est quand même un prodige, a vu qu'il y avait des plaines plates et sombres, et puis des choses beaucoup plus montagneuses, rugueuses et claires. Ce qui était plat et sombre, il l'appelait mer, parce que quand on est sur une haute montagne,
en Italie, il y a des hautes montagnes, et qui regardent la mer, c'est plat et c'est sombre. Donc il appelait ça mer, et le reste, il l'appelait continent. Alors on sait évidemment que c'est plus des mers, mais le terme est resté. Et on parle de la mer des pluies, de la mer de la tranquillité, et tout ça. Alors avec des télescopes un peu plus modernes, on voit un peu mieux que ce que voyait Galilée. Ça, c'est ce qu'on peut voir avec une lunette d'amateur. Et on voit très bien que les continents, c'était vraiment un champ de cratères, des montagnes circulaires, qu'on appelait des cirques. Un de vos grands hommes, c'est Hergé, qui parlait du cirque du parc dans On a marché sur la Lune. Le cirque du parc se trouve, e-parc se trouve quelque part par là. Donc les continents et les mers sont effectivement beaucoup, beaucoup plus plates. Mais on voit déjà ici que ce n'est pas des mers parce qu'elles contiennent quelques cratères, pas beaucoup, mais quelques-uns. Essayez de faire un cratère dans une flaque d'eau, vous aurez du mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mers lunaires qu'on va regarder en détail? Voici la frontière entre le continent et la mer de la Sérénité. Ça, c'est une image Apollo 17, si je ne me trompe pas. La mer est toute plate. Et la frontière mer-continent est horizontale. Regardez ici, elle rentre dans un cratère, il y a un golfe. On pourrait penser à un grand golfe, un cap, des péninsules, il y a même des îles. C'est pour ça que, vu avec un télescope, quand c'est flou, ça peut paraître à la limite mer-continent comme vu d'une haute montagne, parce que la limite est horizontale et la mer rentre dans les trous. Bon, on voit tout de suite que ce n'est pas de la mer. Il y a des petits cratères, il y a quelques petites chaînes de montagnes là dont je ne parlerai pas. Et ça, c'est les continents. Alors, on va regarder ces mers en détail. En général, mis à part les cratères et quelques petites montagnettes dues à quelques tout petits plissements, c'est plat. On n'est pas très très loin de Waterloo ici. Les mers lunaires, mornes plaines. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire comme géologie là-dedans, vu de loin. Alors, une parenthèse, vous savez que les Chinois ont posé une sonde sur la Lune il y a 3-4 jours. Et ils l'ont posée en plein milieu d'une mer, donc quelque part par là. Enfin, c'est pas forcément là, mais enfin, dans l'équivalent. On n'aura certainement pas de très belles photos avec des belles montagnes et tout ça. La pub qu'ils font, on voit le robot avec des belles photos qu'ils ont piquées qu'ils ont empruntées à Apollo. Et il pourrait faire croire qu'on va se promener dans les montagnes. Pas du tout. Il s'est posé, pour la première fois, c'est normal, hein, c'est pas un reproche, mais il s'est posé dans un endroit complètement raplapla. Alors, si on regarde encore plus en détail ces mers lunaires, avec un éclairage rasant, regardez ce que je suis avec mon pointeur là. Une espèce de langue de roche qui domine la plaine environnante et qui fait irrésistiblement penser à d'anciennes coulées de lave. La lave serait arrivée par là, aurait coulé et se serait arrêtée là. On peut regarder un détail du bord. Voici un détail du front et un hyper détail du bord. Voilà, la lave serait arrivée par là, aurait coulé comme ça et se serait arrêtée là. Alors le géologue terrestre, quand il regarde ça, moi, ça me fait penser à une coulée de lave. C'est vraiment la démarche que fait le géologue quand il a des photos extraterrestres. Avant de chercher quelque chose de farfelu, du genre une piste d'atterrissage pour ovni martien, il regarde s'il y a l'équivalent sur Terre. Et s'il y a l'équivalent sur Terre, c'est pas parce qu'il y a l'équivalent sur Terre que c'est la même chose, mais il va faire des comparaisons le plus approfondies possible pour voir si c'est la même chose avant de chercher une explication farfelue. Alors, par exemple, sur Terre, voici l'équivalent, là on est sur le flanc d'un volcan, et vous avez une coulée de lave qui domine la plaine, qui est un peu lobée, hein, vous pouvez regarder. Alors ce n'est pas le même angle de prise de vue, je m'excuse, mais... Donc ça c'est des photos que j'ai fait moi-même sur la Lune, je n'en ai pas fait. Mais voilà ce que pourrait être ce langue. C'est une hypothèse vraisemblable, raisonnable, ça colle avec la morphologie, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors sur la Lune on voit d'autres choses. C'est ces espèces de vallées qui sont connues depuis longtemps, parce qu'on les voit au télescope. Alors, si on est un peu bête, on dit, bon, il y a des rivières qui ont coulé sur la Lune, c'est ce que d'aucuns prétendaient. Si vous lisez Autour de la Lune, qui est la suite de la Terre à la Lune de Jules Verne, il parle de ces vallées, en discutant que quand même, actuellement, il fait trop chaud et à le vide, il ne peut pas y avoir de l'eau, mais peut-être que dans le temps, il y en avait eu, qu'il disait. Alors, on sait maintenant qu'il n'a jamais pu y avoir d'eau sur la Lune, parce que la gravité de la Lune étant ce qu'elle est, elle est trop faible pour retenir le moindre gaz. Si vous mettez de l'eau, il fait 150 degrés le jour, ça fait de la vapeur, la gravité est faible, la vapeur d'eau s'en va. Donc même si vous remplissez des lacs et des lacs d'eau, en quelques années, tout se serait évaporé, aurait disparu dans l'espace. Donc qu'est-ce que c'est que ces vallées qui n'ont pas pu être creusées par de l'eau? Alors il y en a plein, vous en avez des vallées comme ça, vous en avez d'autres là.
Là, il y a même un confluent, deux vallées qui se jettent l'une dans l'autre, exactement comme si c'était des rivières qui avaient coulé. Mais des rivières de quoi? Alors, toujours pareil, est-ce qu'on connaît sur Terre des vallées? Alors, toutes ces vallées sont dans des mers lunaires, et les photos de tout à l'heure m'ont dit les mers lunaires, on dirait des empilements de coulées basaltiques, de coulées de lave. Donc, c'est l'hypothèse de travail. Ça ressemble tellement aux coulées de lave que je postule pour l'instant que tout ça, c'est des plaines de lave. Est-ce que je connais dans des plaines de lave terrestres des vallées qui ne sont pas dues à l'eau? La réponse est oui. Alors c'est très peu connu par l'éducation nationale française, l'éducation nationale belge, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait que ça soit très connu aussi. C'est ce qu'on appelle des tunnels de lave effondrés. Alors là, je suis au-dessus des plateaux de la Snake River, dans l'Idaho, aux États-Unis. Là, vous avez l'aile de l'avion. Et on voit un cratère volcanique, tout ça, c'est des plaines de basalte. Et vous avez cette vallée flexueuse, qui est une des plus longues de la Terre, qui fait 7 km, si je me rappelle bien. C'est quand même un très beau spermatozoïde, hein. On va voir mieux tout à l'heure, mais c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que j'ai appelé tunnel de lave effondré? Alors ça, c'est un volcanisme qui est ancien, il a à peu près 50 000 ans. Mais voici la même chose actuelle. Là, on est à Hawaï. Il faut faire attention, quand on marche là-dessus, Hawaï, on a l'impression qu'on est tranquille, hein. C'est des coulées de lave qui ne sont pas bien vieilles, elles ont peut-être 5 ans, 2 ans, je ne sais pas. Mais il faut savoir que dessous, il peut y avoir encore de la lave qui coule. Et de temps en temps, le plafond de ces chenaux de lave souterrains s'effondre, et ça fait ce qu'on appelle une lucarne, skylight en anglais, et vous voyez la lave qui coule dessous. Alors là, si on s'approche et qu'on n'a pas peur, on regarde par la lucarne et on voit la lave qui coule en dessous. Là, c'est des photos que j'ai piquées sur le web. Vous avez donc un énorme coulée de lave qui coule dessous, et puis on peut marcher tranquillement dessus, mine de rien. Alors comment ceci se fait-il? Alors vous voyez que là c'est effondré par des trous, mais si la coulée est longue et que ça s'effondre tout le long, on pourrait peut-être faire ces espèces de vallées flexueuses. Alors comment ça se fait cette chose-là? Imaginez une vallée normale, une coulée de lave arrive, elle arrive de derrière l'écran, elle va vers vous par exemple, ça se remplit de lave. La lave se refroidit ensuite par en haut, par en bas, mais ça continue parce que il fait froid, l'air est froid, le sol est froid, mais ça continue à couler à l'intérieur. Donc vous avez la lave interne qui coule dans une espèce de manchon, de carapace, de lave solide. Imaginez que Dieu ferme un peu le robinet, le débit de la lave diminue de moitié, donc le niveau de la lave baisse, et vous avez donc cette structure-là. Une lucarne, c'est quand vous faites un trou dans le toit, pas de problème, on en a vu. Ouais. Et puis quand là, on a vu avec du rouge, et puis ça peut être froid avec la coulée qui s'est refroidie. Et un tunnel de lave effondré, c'est quand le plafond complètement s'effondre et que j'ai ça. Donc, voilà comment on forme les tunnels de lave sur Terre. Alors, je vous en montre quelques-uns. Alors ça, c'est des petits tunnels de lave. Là, c'est une fougère qui pousse sur les coulées. Elle fait à peu près 1 mètre de dimension, ça vous donne l'échelle. Hein, là, vous avez un tunnel de lave effondré. Là, vous avez un autre. Là, il y a une lucarne. C'est sur des coulées, l'île de la Réunion, ces coulées ont à peu près 20 ans, donc c'est bien refroidi. On peut marcher sans risque. Mais vous voyez que peut-être que 6 mois après l'éruption, marcher là-dessus aurait pu être dangereux parce que peut-être que ça coule encore dessous. Alors ça, c'est des petits tunnels de lave. Les tunnels de lave peuvent être plus grands. Là, vous avez un tunnel de lave aux Canaries. L'échelle vous est donnée par la route. Donc c'est un tunnel de lave qui a à peu près la largeur de la route. Alors, on va garer la voiture, il y a un parking, et puis on va suivre le tunnel de lave jusqu'au bout. Et on arrive au bout d'un endroit, le tunnel de lave effondré, et on arrive à un endroit où il a arrêté de s'effondrer. Donc là, il est effondré, ça fait cette vallée flexueuse. Là, il n'est pas effondré. Alors on rentre dedans. On loue le matériel spéléo. C'est un achat organisé pour les touristes. Hein. Les touristes, c'est pas aménagé en sens que le sol est chaotique, mais on paye, on a nos casques, on a un guide pour éviter qu'on se perde, et on rentre dans ces tunnels à lave effondrés. Et vous voyez même les endroits où la lave a baissé au cours du temps. Ça fait ces espèces de pseudo-strates comme ça. Au plafond, vous devinez des stalactites. Ça peut faire de très jolis petits stalactites. Alors là, j'espère que vous connaissez tous Tintin, on a marché sur la Lune. À un moment, il rentre dans une grotte. Et Tintin dit des stalactites et des stalagmites. Voici la preuve qu'à une certaine époque, il y a eu de l'eau sur la Lune. Mais là, Hergé s'est complètement trompé, parce qu'on peut faire des stalactites de basalte sans eau. Alors là, c'est les plus beaux stalactites que j'ai vus moi-même.
Mais j'ai un copain qui fait vraiment de la vraie spéléologie dans des endroits sauvages. Et regardez-moi cet enchantement de stalactites et de stalagmites basaltiques. C'est en Islande, c'est totalement féerique. Il m'a passé ces photos-là et c'est extraordinaire. Eh bien, l'hypothèse qu'on va faire, jusqu'à preuve du contraire, c'est que ces grandes vallées flexueuses qu'on a sur la Lune, c'est des tunnels de lave un peu plus grands que ceux de la Terre, effondrés. Donc là, c'est le tunnel de lave, le Hadley Rillus, le sillon Hadley en français. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que Apollo 15 s'est posé là. Pas par hasard, évidemment. C'est justement pour explorer un petit peu les montagnes qui sont là. Il est à la limite continent, là on est sur les continents. Et là, c'est les mers lunaires avec ce sillon. Donc il a ramassé des cailloux des montagnes ici et là. Il a ramassé des cailloux des mers ici et là. Donc, je vais vous montrer une photo prise au niveau du sol, là. Alors, je vous signale que cette photo-là, par exemple, c'est moi qui l'ai faite, si je puis dire, avec Google Earth Moon. Vous connaissez tous Google Earth, il y a Google Earth Moon, comme il y a Google Earth Mars, et vous pouvez naviguer, choisir votre angle de prise de vue, je peux le regarder du nord, exagérer le relief, tourner. Et là, c'est moi qui ai choisi de le voir dans l'alignement. Pourquoi j'ai choisi cet angle de prise de vue-là? Pour voir du ciel, de l'espace, ce que les astronautes ont vu du site Saint-Georges. Et voilà ce qu'ils ont vu du site Saint-Georges. Donc on peut revenir en arrière, vous voyez, on est là, on regarde par là. On est là, on regarde par là, et la vallée hop, part par là. Alors là, on va pouvoir enfin savoir si ces plaines, c'est des plaines de lave. Il n'y a qu'à ramasser des cailloux. Alors on peut regarder, vous regardez le flanc de cette vallée, vous voyez cette même litage que je vous ai montré tout à l'heure. De près, ça ressemble. Vous vous baissez pour ramasser des cailloux que vous mettez dans le coffre de votre Jeep lunaire, que vous ramenez au LEM et que vous ramenez sur Terre. Et oh, joie suprême, c'est bien du basalte, de la lave. Donc toutes les déductions qu'on a faites sur la nature volcanique des mers lunaires, en regardant la morphologie, des raisonnements de géologues, s'avèrent justes, on en a la preuve. Alors là, c'est des échantillons macroscopiques. Là, c'est une tranche de lave. Les géologues aiment bien couper les roches en tranches très fines. Très fines, c'est 30 microns, parce qu'elles sont transparentes, et les différents cristaux prennent de très belles couleurs si on utilise la lumière polarisée. Et là, on reconnaît de l'olivine, du pyroxène, des plagioclases, s'il y a des amateurs. Alors, pour l'avenir, peut-être, un jour, l'homme ira installer des bases lunaires, non pas pour du tourisme, mais que c'est comme pour en Antarctique. Il y a des bases antarctiques pour faire de la science. Sur la Lune, il y a de très belles sciences à faire. Et peut-être qu'il y aura des gens en permanence sur les bases lunaires, comme il y a des gens en permanence sur des bases antarctiques. Les Chinois disent qu'ils vont le faire. Si les Chinois le font, les Américains le feront aussi. L'Europe regardera en disant c'est dommage, on n'a pas de brevet, comment ça se fait qu'on perd nos devises? Ben, évidemment, mais ça c'est de notre faute. Hein. Regardez cette vallée flexueuse, c'est même l'Adler Ridge, l'Adler Hill, le sillon de tout à l'heure. Il s'est bien effondré partout, là pas trop, puis là presque pas. Alors ça c'est vachement intéressant, parce que si on fait des bases lunaires, on aura un gros problème sur la Lune, c'est les rayonnements cosmiques, en particulier quand il y a des éruptions solaires. On en prendra plein les roubignoles, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est vraiment pas bon, en particulier pour les générations futures. Donc il faudra se mettre à l'abri des rayons cosmiques, et vraiment un bel abri en cas d'éruption solaire violente. Alors bien sûr, on peut amener des tonnes de béton et faire des blocos anti-rayons cosmiques, quand vous connaissez le prix d'un kilo de béton à transporter sur la Lune. Le mieux, c'est de trouver des grottes. Et ici, il y a un tunnel de lave qui n'est pas complètement effondré. Donc, ce n'est pas forcément le plus beau, mais c'est juste à côté d'Apollo 15 qui s'est posé là. Ici, il doit y avoir des grottes. Et il faudrait mettre une base dans un endroit près de cette grotte-là. Comme ça, la météorologie solaire, ça existe. On sait prédire les éruptions solaires. Les flashs de protons et d'électrons mettent une petite journée pour arriver. Les gens rentrent, ils se mettent à l'abri dans la grotte, ils attendent que ça passe. Donc si vous voulez investir sur la Lune, je vous conseille de chercher les tunnels de lave non effondrés. Ce sera des terrains qui vont prendre de la valeur ajoutée certaine. Alors, je vous ai montré des tunnels de lave, des coulées de lave, mais est-ce qu'il y a des vrais volcans sur la Lune? Des volcans comme on raconte aux enfants, c'est-à-dire une montagne avec le cratère au sommet. Eh bien, il faut vraiment chercher très très bien pour en trouver. Il n'y en a presque pas.
Parce que la lave est tellement fluide qu'elle s'étale. S'il y avait une fuite d'eau là sur les strades, ça ne ferait pas de volcan. L'eau s'étalerait, ça fait une grande flaque. Même si l'eau jaillissait, ça ne ferait pas de volcan. Sauf s'il y avait moins 10 dans la salle. L'eau jaillirait, une partie retomberait solidifiée et on aurait une espèce de tas de grêlons autour du point de sortie. Sur la Lune, la lave était tellement chaude et tellement fluide il y a un certain temps qu'il n'y a pas de volcan. Mais en cherchant bien, on en trouve. Et là, vous en avez 3. Alors, vous reconnaissez les cratères de météorites qui ont une forme caractéristique. Et vous voyez qu'il y a 3 cratères, un là et puis 2 là, qui ne sont pas comme les autres. Bon, ça se voit tout de suite qu'ils ne sont pas comme les autres. Et en particulier ici, vous voyez une montagne avec un double cratère. Là, une montagne avec un simple cratère, et la plaine de lave, maintenant que je sais que c'est la plaine de lave, a l'air d'être rentrée dans le cratère. Il reste cette espèce de fer à cheval. Alors, est-ce que je connais sur la Terre des dispositifs analogues, des volcans normaux, avec la montagne et le cratère, complètement envahis par une plaine de lave? Eh bien oui, je connais. Il suffit de se promener un petit peu. Donc là, vous avez un volcan. L'échelle vous est donnée par ce monsieur-là qui est là. Vous voyez, ce petit trait noir, c'est un monsieur. Vous avez un volcan avec 2 cratères et complètement ennoyé, pas complètement, puisqu'il en dépasse dans une plaine de lave, et même que la lave coulant, elle était un peu tordue part et d'autre du volcan, un peu comme l'eau autour d'un pont, hein, que vous avez la pile d'un pont, l'eau qui coule. Là, vous avez ces structures intéressantes. Et voici le contexte où on voit ça, hein, ce volcan, une grande plaine de lave, c'est l'île de la Réunion, reste de notre empire colonial français, car il nous reste des confettis d'empire qui nous coûtent cher. Alors, quel est l'âge de ce volcanisme lunaire? Alors, quand on regarde une pleine lune, vous voyez les mers lunaires qui sont beaucoup plus sombres, il y en a quand même beaucoup qui sont rondes. La mer des crises, la mer de la fécondité, la mer de la tranquillité, de la sérénité, des humeurs, Grimaldi, la mer des pluies. Tout ça, c'est rond. Pourquoi c'est rond? Parce que ces mers remplissent des anciens, très vieux cratères de météorites. Et pour beaucoup de gens, je n'ai pas la cruauté de faire un sondage dans la salle, mais beaucoup de gens font une relation génétique entre l'impact de météorites, par exemple celui-là, et son remplissage par des basaltes. Alors les très mauvais vont dire, eh ben, il y avait la croûte, la météorite a fait un trou dans la croûte et puis le magma est sorti. Les moins mauvais vont vous dire, c'est la chaleur de l'impact qui a fait fondre la roche. Les encore moins mauvais vont vous dire que quand on a fait un cratère, on a fait des phénomènes de rebond, donc de la décompression post-impact, qui est une cause de fusion. Mais la plupart des gens font une relation directe entre l'impact et le cratère. Est-ce que c'est vrai? Vous avez la réponse. Eh bien, c'est une erreur. Comment le dire? Voici la mer des pluies, Mare Imbrium, un des plus beaux grands cratères lunaires qui fait 1100 km de diamètre. Donc la France plus la Belgique tiendrait entièrement là-dedans. Dans cette Mare Imbrium, elle est pleine de mer, la mer des pluies. J'ai ici indiqué ce cratère A, A comme Archimède, c'est le nom de ce cratère. Ce cratère A, qui est à l'intérieur du grand cratère ici, il est évidemment venu après. Quand vous avez fait ce grand cratère Imbrium, vous avez détruit tous les cratères préexistants. Donc le fond de ce machin-là était tout ce que vous voulez, mais il n'y avait pas de cratère. Donc ce cratère A, Archimède, s'est fait après le grand. D'accord? Mais il est rempli de mer. Puisqu'il est rempli de mer, c'est qu'il s'est fait avant la mer. On ne peut pas remplir un cratère qui n'existe pas. Donc il y a eu un certain temps entre la formation du grand cratère et la formation du petit, puisque le petit cratère est venu entre le grand et la mer. Donc on peut classer dans l'ordre, grand cratère, petit cratère, mer. Donc c'est pas... il y a un certain temps entre la mer et le grand. Alors si on regarde en détail, voici le grand cratère, 1100 km de diamètre. Ça, ce que j'ai mis en rose, là, c'est les débris, les éjectats, qui sont sortis du grand et qui sont retombés sur le tour. C'est l'étape 1. Et puis, il y a une étape 2. C'est la formation de ce cratère-là. Il est forcément après. Il recoupe, il est à cheval sur la limite du grand cratère. Donc, il est venu après. La sonde chinoise s'est posée juste à côté, là où j'ai mis la pointe. Donc, Sinus Iridium,
Étape 2. Étape 3, le cratère Plateau, qui perce les éjectats, donc il est après. Étape 4, étape toujours 3, 4, oui, Cassini. Étape 5, Archimède. Et tout ça s'est fait avant l'arrivée des mers, puisque les mers, c'est l'étape 6, les remplissent, ou les cachettent à moitié. On ne peut recouvrir, remplir, que si on existe déjà. Donc, l'étape 6, le volcanisme des mers lunaires, qui remplit, recouvre les 4 cratères, Sinus, Iridium, Plateau, Cassini, Archimède, eh bien, il a fallu un temps certain, pour ne pas dire un certain temps, entre le cratère grand, le rouge, et les mers, pour qu'il ait le temps de se faire 4 cratères non négligeables. Hein. Ils ont quand même une belle taille. Et puis, alors, l'étape 7, c'est qu'après, il y a d'autres cratères qui sont tombés, dont le célèbre Copernic qui est ici. Donc, quand on voit rien que ça, on sait qu'il y a eu très longtemps, je suis incapable pour l'instant de dire combien, mais très longtemps, entre le remplissage, tout au moins le sommet du remplissage, et la formation du grand bassin. Apollo 15 s'est posé par là. Et Apollo 15 a ramené des cailloux de basalte qu'on a pu dater par les méthodes usuelles de la radioactivité. Les plus jeunes basaltes du coin ont 3,3 milliards d'années. Et Apollo 14 s'est posé sur les débris du grand cratère. Et on a pu dater, comme ça, la formation du grand cratère qui est 3,85. Il y a donc, on va dire, 500 millions d'années d'écart entre l'écoulé qu'affleure en surface et le grand cratère. 500 millions d'années, c'est à peu près l'écart de temps qu'il y a entre l'ère primaire et aujourd'hui. Les dinosaures ne vivaient qu'il y a 100 millions d'années. 500 millions d'années, c'est très, très vieux, même pour un géologue terrestre. Donc, quand il y a un écart d'âge aussi important entre la formation du grand cratère et son remplissage des mers, c'est qu'il n'y a pas de relation génétique directe. Il peut y avoir peut-être une relation indirecte, mais elle a pris le temps, cette relation indirecte. Donc, ça va être ma conclusion sur la Lune. L'âge du volcanisme lunaire, il est éteint depuis longtemps, on va dire à peu près 3 milliards d'années. Et depuis 3 milliards d'années, sur la Lune, il ne se passe plus rien en volcanisme. Et bien sur Mercure, c'est presque la même chose. Aussi Mercure, là c'est une photo assez récente, qui a quand même 13 ans déjà, 14 janvier 2000, par la sonde Messenger, une sonde américaine évidemment. Je ne pourrais pas vous montrer beaucoup de photos prises par une sonde européenne, hélas. Peut-être certains d'entre vous, si j'avais montré cette photo, auraient dit tiens, c'est la Lune. Mercure ressemble beaucoup, beaucoup à la Lune. Et quand on regarde bien, on voit cette bimodalité des terrains montagneux que Galilée aurait appelés les continents, et puis des terrains beaucoup plus plats que Galilée aurait appelés les mers. Et on voit même ici que cette mer remplit une espèce de dépression circulaire, Tolstoï en l'occurrence, qui est probablement un ancien cratère, et que les mers recouvrent à moitié des cratères plus petits qui sont faits dans le grand. Donc on pourrait faire le même raisonnement. A priori, il y a un certain temps qui s'est écoulé entre le remplissage par cette plaine et la formation du grand bassin de Tolstoï. Alors ces grandes plaines, elles ont l'air d'être des plaines de lave. Et on va faire le même raisonnement plus vite, pour qu'on aille se coucher plus tôt, sur la Lune, avec une différence majeure, c'est que je ne pourrais pas avoir la preuve que c'est vraiment de la lave, parce qu'on ne s'est jamais posé, on n'a jamais de cailloux de Mercure. Alors regardez encore d'une autre vue de ces plaines lisses mercuriennes et de ces terrains beaucoup plus vieux qu'on appellerait les continents. Alors là, c'est une photo qui montre quand même qu'il a dû y avoir du liquide et des volcans. Là, vous avez de la lave qui est arrivée et qui s'est étalée ici dans les points bas en divergeant. Et quand vous regardez ici, on peut grossir un petit peu, on dirait vraiment comme si on avait une espèce de delta avec la lave qui s'est étalée et qui a coulé entre les collines ici pour aller s'étaler vers le haut. Donc on a, comme sur la Lune, des arguments de fluidalité. On n'a pas de tunnel de lave, mais on a des arguments comme ici, de fluidalité. Il y a un autre argument, c'est ce cratère-là. C'est un cratère qui ne ressemble pas tellement au cratère de météorite, et puis il a une forme allongée. Et dans cette forme allongée, il y a une autre qui est juste dedans. Alors faire des cratères allongés avec des météorites, c'est pas facile. Et en plus, mais si on arrivait à le faire, il faudrait que Dieu tire une météorite juste en plein milieu de l'ancien cratère bizarre. C'est très probablement ces machins des cratères volcaniques.
Donc Mercure, ça ressemble beaucoup à la Lune. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur Mercure, en plus de ces banalités tout à fait banales? Eh bien, sur Mercure, il y a des figures bien énigmatiques que les Américains ont appelées des hollows, ça veut dire des dépressions. On va regarder ce cratère qui s'appelle Eminescu, qui fait 125 km de diamètre, qui a un super piton central, il est un peu comme Copernic, un peu plus gros. Et on va regarder là où j'ai mis la flèche, c'est-à-dire sur le coin, on va dire nord-ouest du piton central. Voilà le piton central et on regarde le coin nord-ouest. Vous avez ces dépressions fermées, très peu profondes, sur le bord du piton central et bordées de dépôts clairs. C'est ahurissant ce truc-là. Et quand on regarde en couleur, il y a quelques photos prises en couleur sur Mercure. Vous avez la même chose ici. Et les défauts sont clairs et parfois bleutés. Alors, la NASA se perd en conjecture sur ce truc-là. Et voilà ce qu'elle dit dans une publication. Ces dépressions peu profondes et brillantes pourraient avoir le conditionnel d'usage, may have been formed, pourraient avoir été formées par la perte de volatile, de matériel volatile. C'est-à-dire que si vous supposez qu'il y a beaucoup de gaz X ou Y dans la roche, quand ce cratère s'est fait, et c'est un cratère assez récent, quand ce cratère s'est fait, autour des bords parfois ou des pitons centraux, il y a un dégazage de la roche qui s'est fait, et ça a fait ces dépressions. Et ce volatile qui est sorti, ça pouvait être du gaz carbonique, de la chose, qui contenait des substances, on va dire des sels dissous. Et ces volatiles se sont évaporés depuis longtemps, mais les sels dissous qu'ils contenaient seraient restés tout autour de leur point de sortie et seraient fait ces dépôts blanchâtres. Alors, on va fantasmer un peu. Peut-être qu'un mercurien aurait-il été un spectacle similaire en se promenant dans un cratère d'impact quelques années, à quelques millénaires après la chute de la météorite qu'il a fait. Là, on est au bord du cratère. Et puis, il y a des endroits où ce gaz sort et ça va peut-être faire ces hollows et tous les trucs dissous dans ces gaz ou ces liquides qui sortent feraient ces dépôts blancs qu'on a autour. La NASA, c'est l'hypothèse qu'elle propose. Elle prend le conditionnel, évidemment, parce que voilà. Alors, c'est pas du volcanisme, mais ça n'est pas très loin quand même. Hein. Et là encore, je ne sais pas si beaucoup de gens dans la salle connaissaient les hollows de Mercure. C'est une chose dont on parle très peu, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est assez extraordinaire. Âge du volcanisme de Mercure, je ne parle pas des hollows qui sont jeunes, mais du volcanisme des coulées de lave, à peu près 3 milliards d'années, comme sur la Lune. Alors je vais faire une petite pause, j'aime bien faire une petite pause, pour demander s'il y a des questions, non pas sur ce que je n'ai pas encore dit, Mars, etc., mais sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire grosso modo la Lune et Mercure. Avez-vous des questions sur le volcanisme lunaire ou mercurien? Si vous avez une question, je la répéterai pour l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il y en a deux, alors au fond, là. Là. Oui. Oui. Alors, comment, je répète hein, pour qu'on l'enregistrement, comment expliquer que le cratère Archimède soit rempli, mais que ses bords, eh ben, c'est tout simple, enfin tout simple. Il suffit de, les bords d'un cratère sont toujours surélevés, donc ça aurait très bien pu faire une île, mais il y a eu certainement des émissions de lave à l'intérieur, il est sorti de la lave à l'extérieur, mais il est sorti de la lave à l'intérieur aussi. Il y a le micro qui va peut-être partir, non ça va? Il y a quelque chose qui a bougé, monsieur le responsable du micro. Vous entendez Il y a un dispositif très compliqué que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, ça va? Vous m'entendez? Bon, alors, on va considérer que ça va. Donc, on pense que la lave n'est pas sortie d'un endroit pour tout remplir. Hein. La lave est sortie, je ne sais pas trop où, à plein d'endroits, et il a dû en sortir au milieu du cratère Archimède. Voilà. Il y avait une autre question par là-bas. Oui. Alors, comment connaît-on l'âge du volcanisme sur Mercure? Alors, on connaît l'âge du volcanisme sur la Lune parce qu'on a ramené des cailloux. Quand vous voyez cette image de la Lune, vous voyez qu'il y a plus de cratères ici et moins là. Cratères de météorites. Et en fait, sur la Lune, plus c'est normal, plus une surface est vieille, plus il y a de météorites.
Vous prenez des films, je sais pas, des photos aériennes de la bataille de Verdun. Au début de la bataille, il n'y a pas beaucoup de cratères d'obus, et plus le temps passe, plus il y a des cratères. Donc, en comptant les nombres de cratères, on peut savoir depuis combien de temps est-ce qu'une surface en reçoit. Donc, on peut dire que celle-là, mettons là, je sais pas, 10 cratères par kilomètre carré, celle-là, on a 100 cratères par kilomètre carré, j'ai dit des chiffres au hasard. Et comme on connaît l'âge, puisqu'on a ramassé des cailloux, on a une idée du bombardement de météorites, du flux de météorites qui est arrivé sur la Lune. Alors, ensuite, on a donc cette relation nombre de cratères par kilomètre carré en fonction de l'âge sur la Lune. On la transpose aux autres planètes en disant, ben, sur la Lune, on est 3 fois plus loin, sur Mercure, on est 3 fois plus loin de la sortie de la ceinture des astéroïdes que la Lune. Donc, on fait des modèles de circulation des astéroïdes géocroiseurs, ou hermésocroiseurs en l'occurrence, et on dit, ben, ce nombre de cratères sur Mercure correspond à tant de millions d'années. Évidemment, l'incertitude est beaucoup plus grande que sur la Lune. Donc, quand je dis 3 milliards d'années, vous m'aurez dit que c'était 3,5 ou 2, j'en ferai pas une maladie. Mais c'est vieux. C'est pas l'âge de la chaîne des puits ou des volcanismes d'Hawaï. C'est mort. Y a-t-il d'autres questions? D'autres questions? On peut continuer. On va passer à la suite. La suite, c'est Mars. Alors là, c'est une photo, mais c'est un montage, de la Terre et de Mars à la même taille, à la même échelle. On ne pourra jamais faire une photo comme ça, avec cette résolution-là, contrairement à la Terre et la Lune. Et Mars est à peu près en diamètre 2 fois plus petit, et à peu près 1/10 de la masse. Alors Mars, tout le monde le sait, c'est la planète où il y a les plus beaux volcans. Vous avez le roi, le volcan des dieux, le mont Olympe. C'est le géant, 600 km de diamètre, 26 km de haut. C'est quand même la montagne des dieux. Alors là, alors on connaît ces volcans depuis 71-72, depuis que Mariner 9 s'est mise en orbite autour de Mars, donc c'est une vieille histoire. Ça, c'est donc le volcan en vue verticale. Le voilà en vue oblique. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais de nombreux volcans martiens sont ceinturés par un rempart assez raide à la base, dont on ne connaît pas bien l'explication. Alors ne me posez pas la question, quelle est l'explication de ce rempart raide? Je vous dirai, on ne sait pas trop. C'est une vue oblique de ce volcan. Alors ça paraît toujours spectaculaire, parce que souvent on exagère un peu les pentes, mais de là à là, il y a 300 km, mettons 30 km de haut, pour simplifier. 30 km de haut, 300 km, ça fait qu'une pente de 10%. Donc c'est raide, mais enfin, ça serait plutôt pour faire du ski nordique que du ski alpin. Hein. Sauf ici, là c'est raide. Alors, on a de très belles photos des cratères volcaniques qui sont au sommet. C'est ce qu'on appelle des caldeiras, en l'occurrence. Ce n'est pas des cratères d'explosion avec des choses qui sont sorties. Il devait y avoir des poches de magma dans le volcan qui se sont vidées parce que la lave est sortie sur les côtés. Et la nature ayant horreur du vide, si vous avez une poche de lave qui se vide, et ben ça s'effondre. Et ça fait des caldeiras qui sont des cratères d'effondrement. Et alors il y a même des failles quand ça s'effondre. Et c'est des caldeiras emboîtées, parce qu'il y a des effondrements successifs emboîtés. Et là, vous avez par exemple un des derniers effondrements qui s'est fait là. Et on devine ici un petit glissement de terrain qui s'est fait sur le rempart, là. Et avec cette vue oblique, vous voyez le petit glissement de terrain, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, que vous voyez là. Donc vous avez de très très belles photos sur les volcans de Mars, Olympus Mons en particulier. Là, il y a un autre volcan que j'aime bien, parce que ce volcan a dû être rempli d'un lac de lave. Et puis à un moment, le lac de lave a débordé, et la lave a coulé par là. Je ne sais pas s'il y avait des Martiens, mais ils ont dû sans doute se sauver très vite quand la lave est arrivée. Sinon, tant pis pour eux. C'est bien de se moucher quand il y a un micro. Alors, il y a de très très belles coulées de lave sur Mars, encore plus belles que sur la Lune. Regardez-moi ça. Il y a de très très beaux tunnels de lave effondrés sur Mars. Alors là, je n'ai pas pu résister. Moi, j'aime bien, quand je vois une figure martienne, chercher sur la Terre ce qui ressemble le plus, non seulement en type de structure, mais même en morphologie. Là, je vous mets un tunnel de lave martien et un tunnel de lave aux Canaries. Et dans les deux cas, il y a des endroits où l'effondrement est très incomplet,
et où donc il pourrait y avoir des grottes pour une base martienne, c'est le même problème que pour une base lunaire. Et là, on peut être sûr qu'il y a des grottes, pas forcément là, mais à un autre endroit, je vais vous le dire pourquoi. Voici un volcan qui s'appelle Arsia Mons. Il y a des tunnels de lave, il y a des cratères de météorites, mais vous avez des cratères un peu spéciaux. Regardez cette image-là. Vous avez 3 cratères, celui-là, celui-là, celui-là. Vous avez l'échelle, hein, c'est assez détaillé. Ça, c'est une vue en lumière visible, milieu d'après-midi. Le soleil vient de l'ouest. Bon. Ça, c'est une vue en infrarouge thermique au milieu de l'après-midi aussi, à la même moment. Ben, les faces au soleil sont chaudes, les faces à l'ombre sont froides, ce qui est normal. Le cratère du milieu se voit presque pas. C'est étonnant que la face au soleil soit pas plus chaude. La face à l'ombre a l'air plus froide, mais la face au soleil n'a pas l'air beaucoup plus chaude. Et ça, c'est une vue infrarouge thermique en fin de nuit. Les gros cratères là, ben, ils sont presque thermalisés. La nuit sur Mars dure à peu près 12 heures, comme sur Terre. Donc, ce qui était chaud, parce que ça a pris les rayons du soleil, eh ben, c'est presque plus chaud. Ce qui était froid, c'est rethermalisé. On voit presque plus de cratères. Celui-là, par contre, on le voit très bien. Il y a une source de chaleur à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce cratère communique certainement avec des grottes. Dans ces grottes, il y a de l'air qui circule. Vous savez que l'air qui circule dans une grotte, la température, c'est la moyenne été, hiver, jour, nuit. Donc par chez nous, c'est une douzaine de degrés à peu près. Vous iriez au Gabon, ça serait 25 degrés. Vous iriez en Norvège, ça serait 2 degrés. Donc la température moyenne sur Mars, mettons que ça soit moins 50. Donc l'air qui circule là-dedans, c'est moins 50. Mais la nuit, il fait moins 80, moins 90. Et l'air qui sort ici est à moins 50. Donc chaude vis-à-vis des infrarouges. Donc ici, c'est sûr, ce cratère, sans doute les 2 autres, mais là c'est bouché, celui-là c'est pas bouché, est en communication avec des grottes. Donc si, là encore, vous voulez investir, là vous pouvez investir, vous pourrez vous mettre à l'abri des rayons cosmiques. Alors sur Mars, vous connaissez tous le Grand Canyon de Mars, Valles Marineris, qui fait plusieurs milliers de kilomètres de long, 5000 mètres de dénivelé. Alors ça, c'est une vue d'assez loin, une vue d'un peu plus près. Donc ce plateau domine le fond du canyon d'à peu près 5000 mètres. Et quand on regarde les remparts du canyon de près, on voit qu'il est constitué d'un empilement de couches. Vous voyez très bien cet empilement de couches. Et les études spectrales, donc prenez la lumière du soleil, en particulier les infrarouges solaires qui sont réfléchis, il y a là-dedans toutes les bandes d'absorption spectrale de l'olivine et du pyroxène, qui sont les minéraux principaux des basaltes. Et en fait, cet empilement de couches, c'est certainement un empilement de coulées de lave. Je vous montre ici en Islande une montagne qui ressemble beaucoup, empilement de couches, et ces couches, en Islande, c'est des coulées de basalte. Empilement de basalte terrestre, empilement de basalte martien. Alors, sur Mars, il y a un petit plus par rapport à Mercure, et un petit moins par rapport à la Lune, c'est qu'on y a envoyé des robots, qui n'ont jamais ramené de cailloux, mais qui ont pu faire des études sur place. Alors, qu'est-ce que ces robots ont découvert vis-à-vis du volcanisme? Je ne parle que du volcanisme ici. Alors, pour faire les analyses de roches, il y a évidemment l'œil du géologue. C'est le premier instrument, le géologue qui est à la NASA, à Los Angeles en l'occurrence, au JPL. Lui qui pilote la caméra et qui regarde et qui dit ça, c'est une gueule de ceci, ça, c'est une gueule de cela. Et quand il voit que ça vaut le coup, eh ben, il fait faire des analyses par le bras automatique du robot. Alors là, c'est les robots anciens, ceux qui sont posés en 2004, Spirit et Curiosity, dont un, Curiosity, marche encore. Depuis 10 ans, il marche encore, il a fait 38 km. Et il est en pleine forme. J'exagère un peu, mais il marche encore très bien. Alors, il a plein de méthodes de faire des analyses. Par exemple, il irradie sa source avec le caillou avec des rayons alpha, il a une source de rayons alpha. La source irradiée réagit en émettant des rayons X. Et ces rayons X permettent de déterminer la composition chimique avec du silicium, du soufre, du chlore et du calcium, par exemple. Il a ce qu'on appelle la spectro-Mös-Bauer. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est que la spectro-Mös-Bauer. Il faudrait que je demande à un physicien d'expliquer ça. Tu saurais expliquer ce que c'est que la spectro-Mös-Bauer? C'est très compliqué. Là, ça permet d'identifier les minéraux quand ceux-ci contiennent du fer ou du bismuth. Alors, bismuth, il n'y a pas de minéraux usuels bismuthés, mais du fer, il y en a. Et là, on a reconnu que dans cette roche, il y avait de l'olivine, du pyroxène, de la magnétite et tout ça. Donc, la conclusion, à l'aide du regard
de l'œil du géologue. Et à l'aide des analyses chimiques qu'on peut faire sur place, c'est que Spirit s'est promené que dans du basalte. Alors c'est complètement loupé pour lui parce qu'il est allé chercher dans d'anciens lacs pour trouver reconstituer les conditions qui auraient pu permettre le développement de la vie. Là, les gens qui ont choisi le site se sont complètement plantés. Cet ancien lac, c'était un ancien lac de lave. Donc c'est loupé. Alors voilà le résultat des analyses chimiques, je passe. Vous voyez, on peut faire de la géologie martienne, avec les belles couleurs, comme on peut faire de la géologie terrestre en classant ça dans la classification des basaltes. Alors il y a un endroit quand même que c'est joli, je ne peux pas résister de vous montrer, qu'a trouvé Spirit. Voici des belles strates. Ces strates, c'est des cendres volcaniques. Ce n'est pas des coulées de lave, c'est des cendres volcaniques. Si vous vous approchez, vous pouvez même voir que la granulométrie des strates du bas, ce n'est pas la même chose que la granulométrie du bas. Je passe et regardez le caillou que j'ai pointé par une flèche, dont vous avez un agrandissement ici, et dont j'ai un super agrandissement ici. Vous voyez l'échelle, là, ça fait 6 cm. Je suis un peu comme ça, quoi. Et le caillou défléchit la couche de cendre du bas. Comment on fait ça? C'est des bombes volcaniques, c'est très classique sur Terre aussi. Bon, là on est sur Terre. Il y a des volcans qui ont craché des machins, pouf, pouf, et puis c'est retombé dans de la cendre, pas consolidé. Ça s'est enfoncé pour faire des choses comme ça. Ça c'est terrien. Ça c'est martien. Vous voyez la démarche du géologue qui fait de la géologie sur Mars. Alors, vous savez que ça c'était les vieux robots, arrivés en 2004. On va fêter en janvier le 10e anniversaire d'Opportunity, qui, espérons-le, marchera encore. Pour l'instant, il n'a fait que 9 ans et 11 mois. J'espère qu'il va faire au moins 9 ans et 12 mois. Il y a le robot Curiosity qui s'est posé donc en août 2012 et qui marche encore très bien. Alors là encore, son but n'est absolument pas les roches volcaniques. Là encore, c'est trouver si les conditions, il y a un certain temps, étaient propres au développement d'une vie primitive. Mais il avait 2 instruments nouveaux que n'avaient pas les anciens, ChemCam et de la Diffracto X. Alors ChemCam, c'est un instrument français. Vous savez, l'emblème de la France, le seul animal qui fait cocorico les 2 pieds dans la merde. Donc avec un laser, vous tirez sur un caillou. Alors 1 million de watts pendant 5 milliardièmes de seconde. Très très puissant, mais pendant très très peu de temps. Donc ça ne fait pas énormément d'énergie. Toujours est-il que ce faisceau qui arrive vaporise la roche pendant une fraction de seconde. Ça fait une bouffée de plasma qu'on peut filmer, mais surtout qu'un spectrographe analyse. À distance, voici un caillou avant les tirs, et là, il a fait des tirs. Alors en général, un tir, c'est qu'il fait 50 tirs, donc d'1 million de watts pendant 5 milliardièmes de seconde, et ça fait un petit trou. Et il a analysé donc 50 flashs lumineux, puis il recommence à côté pour vraiment augmenter le rapport signal sur bruit. Et ça nous donne des specs de ce genre-là. J'ai pris un spec tout à fait théorique. Et vous pouvez savoir la quantité de magnésium, de silicium, d'aluminium, de calcium et tout ça qu'il y avait. Et ce qui est très bien, c'est que vous faites ça à distance. La portée du laser, c'est au moins 5 mètres. Alors vous êtes là, vous tirez là, 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 là. Et ensuite, vous pouvez faire des analyses beaucoup plus précises, mais plus longues. Et vous avez choisi quel caillou vous allez analyser. En particulier, il y a de faire de la diffraction X. Alors là, par exemple, en chimie, tout ça, c'est les cailloux qu'on avait trouvés avant, sur Mars. Là, les cailloux sont différents. Vous voyez, c'est les 3 ronds rouges. Ils sont assez différents. Alors, je ne sais pas s'il y a des géologues dans la salle, mais on a trouvé des téphromuguarites. Et ça a des significations importantes sur la dynamisme du volcanisme alcalin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent que je parle des téphromuguarites. C'est un peu spécialisé. Alors, il a un autre appareil qui fait de la diffraction X. Alors pour ça, il a une petite foreuse, il fait une chignole en fait, avec une mèche qui fait à peu près 1 cm d'épaisseur, de diamètre, avec percussion, puis il fait bon, comme ça, et il fait des trous jusqu'à 6 cm de profondeur. Il ramasse la poudre, et il fait de la diffracto X avec ça. Donc il peut connaître la nature des minéraux. Là, il ne faut pas qu'il abuse, parce qu'il va pouvoir faire ça 50 fois, il a 50 flacons pour faire ça. Et puis quand il aura fait ses 50 analyses, il ne pourra plus rien faire. C'est pour ça qu'il choisit avant avec ChemCam, où là, il n'y a aucune limite. Alors voici le genre de paysage. Le but de Curiosity, c'est les couches sédimentaires qui sont là. Mais le problème, c'est qu'entre là où il est et là où il veut aller, il y a un cordon de dunes. Il ne veut pas y passer de peur de s'enliser, donc il faut qu'il fasse tout un tour
pour atteindre là, il faut qu'il fasse 8 km, il n'est pas encore arrivé là où il veut y aller. Donc pour l'instant, c'est de l'amuse-gueule qu'il nous fait, hein, Curiosity. Et là où il se promène, il y a d'énormes dalles de roche, vous voyez des belles dalles, c'est du grès. Alors le géologue, il regarde à la loupe, voici les grains de grès, il regarde vu très très près, comme ça. Et bon, mais là, pour voir que la nature des grains de sable qui forment ce grès, c'est pas évident. Mais alors, voilà un autoportrait de Curiosity, c'est assez extraordinaire. Il fait des autoportraits parce qu'il a plein de caméras sur son mât, là. Mais là, vous avez un bras manipulateur qui est replié, mais il peut le déplier quasiment de là où il a pris la photo. Et il peut prendre des photos du bout de son bras. Et en faisant une mosaïque des photos prises de là et prises de là quand le bras est déplié, traitement d'image, Photoshop et tout ça, vous faites un autoportrait de Curiosity. Et voici les deux premiers trous qu'il a fait pour analyser la chimie de la roche. Alors voilà un gros plan sur le trou. Alors il a fait du chem-cam sur la poudre. Ça c'est le gros plan sur le forêt. Et c'est cette poudre qu'il ramasse. Et avec ça, il fait de la diffraction X. Alors là, les physiciens reconnaîtront des figures de diffraction. Je ne vous dis pas comment ça marche, mais toujours est-il que là-dedans, il avait fait un essai en prenant du sable. Donc il n'avait pas besoin de broyer. Il y avait un certain nombre de minéraux. Il a fait un deuxième essai avec la roche, il y a les mêmes minéraux, et essentiellement des minéraux olivine et pyroxène, les minéraux des roches volcaniques. Donc ce grès sur lequel il roule pour l'instant, c'est pas sa cible c'est la montagne au fond, qui est quand même très belle. Regardez cette belle montagne. Ces grès, c'est des roches volcaniques érodées, et les débris de ces roches volcaniques se sont redéposés dans un ancien lac ici. Alors, quel est l'âge de ce volcanisme martien? Alors voici un volcan, Hecatostolus, avec des calderas sommitales. Voici les calderas sommitales. Et on peut voir quelle caldeira recoupe laquelle. Par exemple, la caldeira 5, vous voyez très bien qu'elle recoupe la caldeira 4. La grande caldeira 1 se fait recouper par la 2, qui elle-même est recoupée par la 3. Donc on peut classer dans l'ordre les calderas, comment elles sont faites. La dernière, c'est la 5, la première, c'est la 1. Et puis vous voyez par exemple qu'ici, il y a beaucoup de cratères de météorites, et ici, il n'y en a quasiment pas. Ça veut dire que ce flanc du volcan est resté soumis au bombardement pendant très longtemps. Ce flanc-là du volcan a été moins longtemps soumis au bombardement. Et en transposant les courbes les relations nombre de cratères par kilomètre carré en fonction de l'âge de la Lune, en faisant les modifications tenant compte de la gravité, de l'atmosphère, de la distance à la ceinture des astéroïdes, etc., on peut proposer des âges, c'est une proposition. Ce qu'on voit, c'est que les âges collent de toute façon avec la relation. Les plus jeunes, on sait que c'est plus jeune parce que ça recoupe, et c'est là où il y a le moins de cratères. Et bien là où il n'y a quasiment pas de cratères, c'est-à-dire ce flanc-là et la caldeira 4 et 5, auraient, on va dire, à peu près 100 millions d'années. Les autres seraient un peu plus vieilles, et le flanc ici, le flanc sud-est du volcan, aurait à peu près 1 milliard d'années. Donc c'est un volcan qui a duré longtemps, les dernières coulées de lave auraient à peu près 1 million d'années. 100 millions d'années, c'est pas énorme, 100 millions d'années, hein, c'est 2,2 derniers % de l'histoire de Mars. Mars a 4,5 milliards d'années comme la Terre. 100 millions, c'est quand même pas si vieux que ça. Alors, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de roches de Mars à notre disposition, c'est pas tout à fait vrai, car on a des cailloux de Mars. J'ai déjà touché Mars. Quand vous avez un gros astéroïde qui tombe sur Mars, il y a plein de débris qui jaillissent, et il se peut très bien qu'un débris atteigne la Terre. Alors, comment on sait que ce débris vient de Mars? C'est en comparant les impuretés gazeuses qu'il y a dans les cailloux avec ce qu'on connaît de l'atmosphère de Mars mesurée in situ par les sondes. Et voici donc un morceau de météorite martienne que j'ai simplement posé sur le scanner du labo avec une pièce d'1 € à côté pour donner l'échelle. C'est un petit morceau de météorite comme ça. Mais enfin quand même, vous voyez ici en vrai un caillou martien. Et donc j'ai touché, même une fois j'ai fait une chose assez extraordinaire. Je fais partie d'un conseil scientifique d'un musée de Lyon qui est en train de se monter. Et ils avaient un budget collection pour acheter de nouveau, et ils avaient décidé d'acheter des météorites, en particulier martiennes. Et donc j'étais allé chez un marchand de météorites,
Il y avait quasiment le trésorier du musée qui avait son chèque. Je dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il avait un budget et j'ai acheté une météorite de Mars. Enfin, j'ai acheté. Le musée a acheté, sous mes conseils, une météorite de Mars grosse comme ça, qui sera maintenant. Le musée est inauguré théoriquement en décembre 2014, d'ici un an. C'est le musée des Confluences à Lyon. Venez à Lyon voir le musée des Confluences. Vous y verrez une météorite martienne. Alors ça, c'est la même chose en lame mince. Hein. Alors, la conclusion de tout ça, quel est l'âge du volcanisme martien? Il semble éteint. On n'a jamais vu de fumée, de choses comme ça. Mais depuis pas très longtemps. Je rappelle, 100 millions d'années pour Mars, 3 milliards d'années pour la Lune ou Mercure, c'est pas pareil. On va terminer les grosses planètes silicatées avec Vénus. Alors Vénus est recouvert de nuages, c'est impossible de faire de la géologie sur Vénus, sauf que la reconversion de technologie militaire a permis aux soviétiques d'abord et aux américains après de mettre en orbite autour de Vénus des radars, dont le but initial, quand c'était militaire, c'est de déterminer le sillage laissé par les sous-marins nucléaires qui avançaient à 100 ou 200 mètres de profondeur. Donc il y avait des radars qui étaient mis au point pour voir ces vagues ondulations de la topographie marine. Et puis avec la détente, la fin de la guerre froide et tout ça, on a reconverti ces engins de mort en engins d'exploration. Et voici donc une vue d'ensemble de Vénus au radar par le radar américain. Alors je vais vous montrer des photos qui sont des photos radar. Elles sont toutes en général colorées en orange, mais évidemment en radar on ne voit pas la couleur. Quand vous avez quelque chose de blanc en radar, ça veut dire que ça renvoie bien le radar. Quand vous avez quelque chose de sombre, ça veut dire que ça ne le renvoie pas. Ça ne veut pas dire que c'est clair ou sombre. Alors qu'est-ce qui renvoie bien le radar? Mettons que le radar, ça soit Francesco, là-bas. Il est le radar, il envoie son rayon. S'il y a une pente comme ça, il est l'émetteur et le récepteur. Hein, la sonde, elle est à la fois émettrice et récepteur. Il en recevra plein de rayons radar. Si la pente est dans l'autre sens, il ne recevra pas. Donc une chose noire, c'est une pente dirigée à l'opposé de l'émetteur. Une chose claire, dirigée vers l'émetteur. Deuxième chose qu'ils font, mettons que ça soit plat, toute chose égale par ailleurs, un terrain rugueux renvoie beaucoup plus le radar qu'un terrain lisse. Donc quand c'est blanc, c'est soit que c'est une pente bien dirigée par rapport à la sonde, soit que c'est rugueux. Quand c'est sombre, c'est soit que c'est mal dirigé par rapport à la sonde, soit que c'est lisse. Il faut donc interpréter. Et de toute façon, ce n'est pas forcément orange. Alors voilà à quoi ressemble Vénus. C'est un champ de volcans. Il n'y a que ça. Alors voici ici, ça passe Mons. Hein. Les hauteurs sont exagérées. Il fait 400 km de... C'est un grand volcan. Pour simplement 2 km de haut. Vous voyez, les pentes sont très faibles. C'est de la lave très fluide. Alors là, vous avez des coulées de lave. Vous avez mis l'échelle ici, extraordinaire. Elles font plus de 1000 km de long. La même coulée, c'est sorti par là. Ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé. Et elle est venue mourir par là. Il fallait une lave d'une fluidité et d'une température exceptionnelle pour couler 1000 km de long. Alors là, c'est assez extraordinaire. Vous avez une chaîne de montagnes, il y a toute une géologie extraordinaire sur Vénus, une chaîne de montagnes, mettons le Jura, les Ardennes, de la lave qui est arrivée par ce côté-là, qui s'est accumulée derrière la montagne, et puis hop, à un moment, elle est passée par le col. Elle a débordé, elle est passée par le col. Et vous avez la lave qui s'étale de l'autre côté. Imaginez le Rhône qui remplit le lac de Genève, et puis hop, qui passe par le col de la Faucille. Alors vous avez des tunnels de lave extraordinaires. Regardez l'échelle. Et Vénus étant la déesse de l'amour, les tunnels de lave, des fois s'associent à des cratères, et voici un très beau champ de spermatozoïdes. Donc, mesdames, regardez la taille. Hein. J'aurai pour les messieurs tout à l'heure. Alors, il y a plein de petits volcans, l'image d'Épinal, vous voyez, des petits cônes comme ça, un peu partout. Là, vous avez un volcan. Quand il y a eu l'éruption, il n'y a pas très longtemps, le vent venait sans doute du sud-ouest, et les cendres sont parties de ce côté-là, les cendres étant plus rugueuses que le reste. Ça fait une traînée blanche. Blanche ne veut pas dire blanche, veut dire simplement rugueux. Alors, des fois, les coulées commencent à être plus visqueuses, elles restent sur place, elles s'étalent moins. Alors là encore, les géologues vous diront que s'il y a de la coulée visqueuse, c'est qu'il y a un phénomène d'enrichissement en silice de la lave que les géologues terrestres appellent de la différenciation. Je ne vais pas vous dire, je pourrais répondre à des questions si vous le voulez.
Et des fois, la lave ne coule absolument pas, elle s'accumule à la sortie, et ça fait comme des bubons, des dômes de lave. Alors ça, c'est des dômes de lave vénusiens. On devrait dire vénériens, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a l'équivalent de l'Académie belge, l'Académie française en Belgique? Parce que, non, l'Académie française a dit que quand on faisait un adjectif à propos d'une planète, il fallait prendre la racine latine. Quand on faisait un nom, il fallait prendre la racine grecque. Donc la racine, par exemple, lunaire, on ne dit pas lunien, on dit lunaire, et on ne dit pas celle-là, on pourrait, mais bon. Alors Vénus, la racine latine, c'est Vénère, Vénéris. Donc tout ce qui concerne Vénus, si on obéit à l'Académie française, il faut dire vénérien. Le mot d'ailleurs a été utilisé par une profession médicale pour autre chose, mais c'est la même racine, hein. C'est ce qui concerne l'amour. En général, les géologues ne sont absolument pas pudiques, et là ils ont une pudeur, ils ont inventé le mot vénusien, mais qui est un abominable barbarisme. Jamais Vénus, c'est Vénère, Vénéris, Vénus en latin, c'est pas Vénus. Alors on peut prendre la racine grecque, Aphrodite peut-être, mais là, donc moi je parle souvent de montagne ou de coulée vénérienne, parce que vénusien c'est un barbarisme. Alors là, je montre des dômes vénériens, et voici des dômes terrestres. Une lave tellement visqueuse qu'elle ne coule pas, qu'elle reste en tas là où elle sort. Alors il y a des calderas sur Vénus, des effondrements, alors ça fait des espèces de fentes concentriques comme ça. Et là, je vous montre une structure qui est amusante. Vous avez une fente émissive, des lèvres, calderas, du liquide qui bave à droite et à gauche, un petit zigouigoui sur le dessus là. C'est mignon, hein? Regardez la taille. C'est à l'échelle des spermatozoïdes. Alors, les Américains appellent ça la structure anémone, parce que ça leur fait penser à une anémone de mer. Quels hypocrites. Alors, sur Vénus, peu de gens le savent, il y a des sondes soviétiques qui se sont posées. De Vénéra 11 à Vénéra 14, je crois. Alors les soviétiques n'avaient pas de pudeur, le nom latin, Vénère, Vénéris, les sondes s'appelaient Vénéra. Et il y a Vénéra 14 qui s'est posé quelque part par là, sur le flanc de ce volcan, sur des coulées de lave. De toute façon, il n'y a que des coulées de lave sur Vénus. S'il n'y a pas des coulées de lave, c'est des volcans. Et quel est le genre de paysage qu'a vu Vénéra 14 en l'occurrence? Alors c'était des images noir et blanc, mais prises en plusieurs longueurs d'onde. La sonde n'a pas duré longtemps, c'était parfaitement normal, il fait 450 degrés. Donc malgré l'isolation thermique, forcément que la sonde a duré une demi-heure à peu près. Elle a pris quelques photos noir et blanc. Et il y a des Américains bien spécialisés du traitement d'image. On est dans les années 1978-79, hein. Photoshop n'existait pas encore. Qui ont fait du traitement d'image pour reconstituer, d'après les mires colorées qui étaient sur le bord de la sonde, la couleur. Et à cet endroit-là, c'était orange. C'est pour ça que toutes les photos que je vous ai montrées, on les a mis en orange, parce qu'on suppose que c'est partout pareil, ce qui est peut-être totalement faux. Donc voilà le genre de paysage qu'on voit autour de Vénéra 14. Donc ça, c'est une vue. On peut comparer ça avec un paysage terrestre ce qui ressemble le plus à ça sur Terre, c'est un certain type de coulée de basalte très fluide. Et en plus, la sonde a fait des analyses chimiques avec la méthode des rayons alpha. Et ça a, en gros, la chimie du basalte toleuitique. Et ça, justement, c'est du basalte toleuitique. Donc, on est très content. Alors, cette photo-là, il y a encore pas mal de gens qui les connaissent. Mais souvent, les gens ne connaissent absolument pas celle-là. Pareil, retravaillée, recolorisée par un Américain. La sonde a eu de la chance, parce qu'elle s'est posée à quelques mètres d'une vallée, que vous avez là. Et un peu plus, elle tombait dans la vallée, et elle aurait roulé, elle se serait effondrée. On aurait dit, tiens, comment ça se fait? Les Soviétiques ratent toujours leur mission. Il n'y a qu'eux qui se sont posés sur Vénus. Les Américains ne l'ont jamais fait. Donc là, il a de la chance. On s'est posé à quelques mètres d'une vallée. Et la photo est quand même assez extraordinaire. Et je trouve que c'est la plus belle photo de Vénus. Qui avait déjà vu cet endroit? Ils sont à peu près aussi mauvais en communication, les Soviétiques, que le sont l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Parce qu'elle fait quand même des choses, l'Agence spatiale européenne, mais elle ne communique même pas. Alors si je fais la carte des volcans de Vénus, c'est une œuvre impossible. Là, ils ont mis les plus gros, les plus ceci. Il y en a partout, partout, partout. Alors quand il n'y en a pas, c'est parce qu'on n'avait pas de belles données à l'époque. Hein. Des volcans, Vénus, c'est un champ de volcans. Il n'y a aucun regroupement particulier. Et on peut comparer ça avec la Terre. Ça, c'est la carte des volcans actifs de la Terre. Alors, quand c'est des points rouges ou des points jaunes, c'est qu'ils sont dispersés. Et
Et quand c'est des lignes rouges, c'est qu'ils sont tellement groupés que ça fait des lignes. Et vous voyez que la majorité des volcans de la Terre sont regroupés en lignes. Et ben c'est la signature volcanique de ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et quand on compare la répartition des volcans terrestres avec les volcans vénériens, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus. Il y a de la tectonique, mais pas des plaques. Il y a de la tectonique d'autres choses. Et là encore, si j'ai des questions, je pourrais peut-être, ça dépend de l'heure, vous parler de pourquoi il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus. Alors, est-ce que ces volcans sont actifs sur Vénus? Est-ce que vous avez, dans tout ce que je vous ai montré, est-ce que vous avez vu des cratères de météorites? Non. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Il n'y en a pas de petits, ça c'est à cause de l'atmosphère, mais même les gros qui ne sont pas arrêtés par l'atmosphère, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Et en comptant les cratères, en faisant le même raisonnement, on voit que la surface est jeune. Mais jeune, ça ne veut pas dire actif. Y a-t-il des volcans actifs sur Vénus? Et bien ça, c'est un résultat européen. Parce que l'Europe a lancé une sonde vers Vénus, avec vos impôts, mes impôts. Qui savait que l'Europe avait lancé une sonde vers Vénus? Il y en a un qui le savait. Deux. Levez les autres. Trois. Bon, qui ne le savait pas? La majorité. Voilà, nous payons de la science, mais l'agence de communication de l'ESA est arche. C'est même pas nul, c'est négatif, c'est la caricature de ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes a priori des gens cultivés, vous venez à des conférences le soir, et vous ne savez pas que l'Europe a lancé une... Parce qu'ils n'ont rien dit, rien communiqué. Ils sont cons comme des balais de chiottes sans manche et sans poil. Et avec un balai de chiottes sans manche et sans poil, eh ben c'est pas malin. Hein. C'est une honte. Si vous avez un député, si vous faites quelque chose. Alors, ça c'est une photo américaine, radar. Et là, c'est une thermographie infrarouge faite par la sonde européenne. Alors, il faut faire des correctifs avec l'altitude, mais le sommet de cette montagne, pour simplifier, est beaucoup plus chaud que le reste. Alors, il y a d'autres interprétations possibles, on va s'imprendre la première, et c'est plus chaud que le reste. Et si c'est plus chaud que le reste, eh ben, c'est peut-être que c'est un volcan actif ou éteint depuis pas... la dernière éruption, il y a tellement peu de temps que c'est calmé que c'est encore chaud. Premier résultat. Deuxième résultat. Alors, la partie droite de la gauche de la courbe, c'est russe et américain. La partie droite, c'est européen. Mais personne ne le sait. Les sondes américaines et soviétiques, jusque dans les années 95, ont analysé la teneur de l'atmosphère en soufre. Et on n'avait pas bien compris. Au début, il y en avait beaucoup. Puis ça avait l'air de baisser, baisser, baisser. Il y avait peut-être une légère recrudescence. Mais regardez, il y a les barres d'erreur. C'est pas flagrant, cette recrudescence. Alors, il y a des gens qui disent ben, c'est des instruments qui dérivent, déviation instrumentale. Et il y a des gens qui disent pas du tout. C'est vrai. Il y avait beaucoup de soufre dans les années 80, puis il y en a eu beaucoup moins, puis peut-être une recrudescence ici. Et on expliquait ça en disant ben, il y a eu une énorme éruption volcanique qui a mis beaucoup, beaucoup de soufre dans l'atmosphère. Et puis, il est tombé sous forme de sulfate et tout ça. Bon, la dernière sonde américaine est morte en 95, plus rien pendant un certain temps. La sonde européenne est arrivée, et elle a fait les mêmes mesures, et voilà ce qu'elle trouve. Il y aurait eu donc une autre grosse éruption volcanique. Donc de temps en temps, on va dire tous les 30 ans, c'est facile avec 2 points, hein, mais tous les 30 ans, il y aurait des grosses éruptions volcaniques qui mettraient de grosses quantités de soufre dans l'atmosphère. Donc, c'est l'explication la plus tout à fait vraisemblable. Et il y aurait donc encore du volcanisme actif sur Vénus, comme sur Terre d'ailleurs. Donc le volcanisme de Vénus est actif comme celui de la Terre, la bougie allumée, ça c'est Mars, c'est éteint mais ça fume encore, Mercure et la Lune c'est éteint et ça fume même plus. Et on peut se demander pourquoi la Terre et Vénus sont un volcanisme actif, que celui de Mars est éteint depuis pas très très longtemps, celui de la Lune et de Mercure est éteint depuis beaucoup plus longtemps. Mais avant, je vais me moucher et vous demander si vous avez des questions sur Mars et sur Vénus. C'est pas trop dur à supporter le bruit. Moi j'entends pas, mais j'imagine. Est-ce que vous avez des questions sur Mars et Vénus? Oui. Alors, le micro arrive, mais je peux répéter la question, hein. Je ne sais pas si c'est sur Mars ou sur Vénus, mais il me semble que c'était sur Mars. Vous avez présenté une image sur laquelle il y avait des grès. Oui. Or, sur la Terre, quand on parle grès, oui. Ça veut dire qu'il y a du quartz. Or, ah non, il y a des grès calcaires, il y a des grès Hawaï qui sont faits d'olivine et de pyroxène.
Ah, d'accord. Voilà, Donc, grès, c'est la taille des grains. taille des grains, simplement. Oui, d'accord. Voilà. Non, c'est pas quartz. Pour l'instant, Donc- on n'a pas trouvé de quartz. Tout est basaltique, en définitive. Pour l'instant, il a fait 2 analyses de rayons X, Curiosity. Et les 2 qu'il a faites, c'est basaltique. D'accord, Voilà. merci. Basaltique et argileux. Il y a des endroits où le basalte est altéré par de l'eau. Donc, mélange d'olivine pyrrhussienne et d'argile. Mais on n'a pour l'instant jamais trouvé de quartz. Mais je voudrais savoir si ça aurait un sens de s'interroger sur l'épaisseur du manteau martien éventuel et savoir s'il y a un noyau et si ce noyau est toujours très actif, très en fusion. Alors, Et deuxième question, Oui. si vous permettez, si ça a donc un sens, quelles seraient les techniques à mettre en place pour déterminer ça en fait? alors non seulement ça a un sens, mais l'Europe devait le faire. Il y avait une mission qui s'appelait Mars 96, qui devait être lancée par les Russes, qui étaient plus soviétiques à l'époque, ils étaient russes. Et il y avait une grosse collaboration avec, pas l'Europe, là c'était le CNES français. La Russie n'a jamais trop collaboré avec l'Europe, mais avec la France. C'était un vieux reste de l'amitié entre Khrouchtchev et De Gaulle, je pense. Et il y avait un sismographe qui était embarqué sur la sonde Mars 96. Et c'est grâce à l'étude des tremblements de Mars qu'on aurait pu répondre à la question. Le problème, c'est que la sonde, la fusée est partie, est montée à 150-160 km et est retombée dans le Pacifique. Donc on a un sismographe français au fond du Pacifique. Alors, la prochaine mission martienne qui part bientôt, là, ça sera pour étudier l'atmosphère, donc ce sera un satellite atmosphérique, comme elle s'appelle MAVEN. Et on lance des missions martiennes tous les 2 ans à cause des fenêtres de lancement. La prochaine, donc dans 2 ans, ça sera une mission américaine où, normalement, il y aura un sismographe. Donc, l'étude des enregistrements des tremblements de Mars. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de tremblements de Mars, il suffira d'attendre qu'il y ait des météorites qui tombent. Et on aura un peu le résultat, l'épaisseur de la croûte, du noyau, du manteau. Alors sinon, on peut avoir une idée de relation manteau-noyau, enfin silicate-fer, parce qu'on a la densité globale, 4. Donc si on dit que les silicates ont une densité de 3 et le fer une densité de 8, eh bien vous faites la proportion, vous avez à peu près la taille du noyau. Alors est-ce que ce noyau est liquide comme celui de la Terre? A priori, pourquoi pas? Le volcanisme est jeune, 100 millions d'années, il doit rester encore de la chaleur. Le problème, c'est qu'un noyau liquide sur Terre, ça fait du champ magnétique. Et Mars ne fait pas de champ magnétique. Alors, pour vous montrer qu'on est loin d'avoir tout compris, Vénus, qui est certainement actif, qui a certainement un noyau liquide, n'a pas de champ magnétique non plus. Et Mercure, qui est figé, qui ne devrait pas avoir de champ magnétique, en a un. La conclusion, c'est qu'on ne comprend rien à l'origine du champ magnétique. On sait que ça se passe dans le noyau, mais il faudrait demander à des physiciens de faire une conférence d'ici 20 ou 30 ans, peut-être qu'on aura mieux compris. Pour l'instant, l'origine du champ magnétique terrestre et planétaire est très très loin d'être compris. Tout que ce champ magnétique sur Terre, à peu près tous les 300 000 ans, c'est aléatoire, mais en moyenne 300 000 ans, il change de sens. C'est-à-dire que si demain il changeait de sens, votre boussole indiquait le sud ou indiquait le nord. Alors il y a des gens, des auteurs de science-fiction, qui font un renversement d'épaule, comme si la Terre basculait. Non, la Terre ne bascule pas. C'est simplement le champ magnétique qui basculerait. Ce ne serait pas très grave, hein. Ça lui arrive en moyenne une fois tous les 300 000 ans. Donc depuis qu'il y a des hommes, c'est déjà arrivé et ils ne sont pas morts de mutations terrifiantes. Bon, les pigeons voyageurs auraient des problèmes pour retrouver leur pigeonnier. Mais à part ça... Y a-t-il d'autres questions sur Mars et Vénus? Oui. Oui. Ben alors la tectonique, c'est très simple, ça bouge dans tous les sens. Il y a des plis, il y a des failles normales, il y a des plis, il y a de tout, et dans tous les sens. Ça n'a pas cette belle... Vous n'avez pas de grandes chaînes de montagnes de 10 000 km de long comme sur Terre, qui sont dues au rapprochement entre des plaques. Ça bouge, c'est le fouillis tectonique. Voilà. Et c'est comme le fouillis volcanique. Ça mijote à l'intérieur, à l'état solide évidemment, mais sans cette belle organisation qu'est la tectonique des plaques. Ça doit convecter beaucoup plus vite que sur Terre. Mais à l'état solide, hein, convecter à l'état solide. Autre question? Non. Non, 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 non. Alors, pourquoi ces différences? On peut noter que, vu de loin, pour qu'il y ait du volcanisme, une condition nécessaire, c'est que ce soit chaud à l'intérieur. Ce n'est pas suffisant,
Mais c'est nécessaire. Si c'est froid, il n'y aura pas de volcanisme. Si c'est chaud, et s'il se passe un phénomène X ou Y qui fait que ça fonde, ben ça fondra. Le volcanisme existe encore sur la Terre et sur Vénus. Sur Mars, il est mort il n'y a pas très longtemps. Sur la Lune et Mercure, il est mort il y a très longtemps. Et sur les gros astéroïdes comme Vesta, il est mort depuis encore plus longtemps. Il y a une relation avec la taille. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui maintient l'intérieur d'une planète chaude? Pour simplifier, la radioactivité interne. La quantité d'énergie produite dépend de la masse. Plus on est gros, plus on a d'uranium, donc plus on produit de la chaleur. Donc la quantité d'énergie produite dépend de la masse, c'est-à-dire le cube du rayon, R cube. Cette chaleur s'évacue par la surface. La surface dépend du carré du rayon. Donc plus vous êtes gros, plus vous avez un gros volume, donc une grosse production de chaleur, et une petite surface, relativement parlant. Donc plus la chaleur a du mal à s'évacuer, et plus c'est chaud à l'intérieur. C'est l'inverse un petit peu des mammifères. Les mammifères, on leur impose d'avoir 37 degrés à l'intérieur. Enfin, Darwin leur impose d'avoir 37 degrés à l'intérieur. Quand vous avez une souris, un éléphant, vous avez 37 degrés. Par contre, une souris a un rapport surface du volume très défavorable. Un éléphant a un rapport surface au volume très favorable, parce que l'éléphant est plus gros. Donc pour maintenir cette même température, eh bien, la souris doit avoir un métabolisme beaucoup plus actif. Une souris, je ne sais pas combien ça pèse, 2 grammes, mettons qu'il fasse 10 000 souris pour faire le poids d'un éléphant. Eh bien, un éléphant ne mange pas comme 10 000 souris, il mange beaucoup moins que 10 000 souris. Parce que plus vous êtes petit, plus proportionnellement vous mangez. La prochaine fois qu'il y aura une grande guerre, que, je ne sais pas, que Monaco envahira la France et la Belgique, et qu'il y aura des restrictions, quand il y a des restrictions, oublions le problème du marché noir et des pots de vin, les gens ont des tickets de rationnement, et grosso modo, les adultes ont droit à temps. C'est pas juste ce système-là. C'est pas un petit maigre, c'est un gâcheur de nourriture. Un gros est un économiseur de nourriture. Si vous avez des restrictions, et s'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, eh ben c'est les maigres et les petits qu'il faut sacrifier. Parce qu'un kilo de gros consomme beaucoup moins de nourriture qu'un kilo de maigre. Pensez-y. Donc voilà pourquoi il y a cette variation d'activité sur les planètes. Alors, j'ai vu la Terre, Mercure, Vénus, Mars, la Lune. Il y en a 2 que je n'ai pas vus. Europe et Io, qui ont une densité de cailloux. Hein. Regardez, c'est comme la Lune. Alors allons voir. Comme c'est comme la Lune, ça devrait être aussi chiant que la Lune. Alors, allons voir Europe et Io. Alors, Europe et Io sont des satellites de Jupiter. Voici une vraie photo de Jupiter et de Io au premier plan. Si ce que je vous ai dit est vrai, Io devrait ressembler à la Lune. Io ne ressemble pas à la Lune. Quand les Américains ont vu ça pour la première fois en 1979, avec la mission Voyageur, ils ont dit, enfin, entre eux, pas devant la presse, c'est une pizza moisie. Alors, à la surface de Io, vous avez des coulées de lave, des failles, des montagnes. Alors, pizza moisie, regardez cette photo, là, il y a une goutte de sauce tomate, enfin un bubon de sauce tomate qui a crevé. La sauce tomate qui a coulé. Io était survolé, pour simplifier, 2 fois. Voyageur 1, 79, Galiléo, 96 à 2000. Eh bien, en 17 ans, entre ces 2 photos, ça change. On va regarder en détail ce qu'il y a dans les carrés, mais déjà, vous voyez des choses. Si je regarde les 2 carrés, 79, 96. Là, il y a une coulée de lave de plus. Là, il y a une coulée de lave de plus. De la lave noire, mais c'est de la lave quand même. Ça peut changer plus vite que ça. Avril 97, là, il n'y a rien de spécial. Septembre 97, autour de ce machin-là, qui a changé. Regardez, là, il y a une espèce de chevron noir. Là, c'est beaucoup plus compliqué en noir. Et vous avez ce halo gris. C'est-à-dire qu'il y a une éruption volcanique qui a fait des coulées de lave supplémentaires et qui a recouvert toute la région de cendres. Alors, la surface de Io, on est très loin du Soleil. Il devrait faire en plein jour moins 180 degrés. La nuit, encore plus froid. Alors, c'est vrai en gros, hein, il fait moins 180 degrés, sauf localement. Ça, c'est une vue infrarouge. Là où c'est blanc, ça veut dire qu'il fait plus 1200 degrés.
vous avez quelque chose à 1200 degrés dans l'endroit qu'on appelle Loki. Et non seulement c'est chaud, non seulement ça change, mais ça crache. Donc vous avez une éruption volcanique sur le limbe de Io qui crache des gaz sulfurés jusqu'à 200 km d'altitude. Alors là, c'est une photo assez extraordinaire. C'est un quartier d'Io. Là, le soleil arrive au zénith, mais vous le voyez par la tranche. Là, vous le voyez par-dessus, mais le soleil arrive de façon très oblique parce que vous êtes sur le terminateur. Donc là, vous voyez une éruption volcanique, comme celle que je vous montrais la photo d'avant. Là, vous voyez quoi? Vous voyez un panache d'éruptions volcaniques vu par-dessus. Et comme le soleil est rasant, vous avez ici l'ombre du panache volcanique sur le sol. Et regardez la taille de ça par rapport à la taille de Io, à la taille de la Lune. Alors non seulement ça crache, mais ça glougloute, ça mijote. Vous avez ici une photo qui a été prise en février. Vous avez une espèce de lac de lave qui fait 50 km de long et 10 km de large, qui glougloute. Alors la photo est un peu truquée, parce qu'on n'avait pas pensé voir ça, et la caméra de Galiléo a été... C'est très très lumineux ça, alors que Io, loin du soleil, n'est pas très lumineux, le soleil est très loin. Et la caméra ici était complètement saturée. Alors ce qu'on savait, c'est que ça faisait 1200 degrés, l'infrarouge le disait. Donc, quand vous avez quelque chose à 1200 degrés, hein, c'est rouge, orange. Donc ils ont mis du rouge-orange, sur la vraie photo c'est blanc, tellement que c'est lumineux, ça a saturé tous les capteurs. Alors regardez ce lac, donc février 2000, c'est cette photo-là. La même région photographiée quelques mois avant, novembre 99. Ce lac n'existait pas. Par contre, vous aviez ici une fissure émissive dans laquelle jaillissait de la lave. Donc ça c'était en novembre. 4 mois plus tard, la fissure s'est éteinte et le lac là se mit à glouglouter. Alors ça je passe. Conclusion pour le volcanisme, c'est ce que je vous ai montré il y a 3 minutes. J'ai tout expliqué. Le problème, c'est Io, qui a la taille de la Lune et qui est fichtrement actif. Comment ça se fait? Alors, l'explication qu'on donne, avec les mains, qualitativement, je pourrais être plus précis éventuellement, c'est les marées. Io est très près du gros Jupiter. Io-Jupiter, c'est à peu près comme Terre-Lune. Mais Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre. Donc Jupiter crée des marées sur Io qui déforment Io en permanence. Le bourrelet des marées fait 7 km et 2 fois par rotation d'Io, il oscille de plus ou moins 100 mètres. Eh bien, vous imaginez, quand on prend un bout de fil de fer, par exemple, qu'on a oublié sa pince, on veut casser le fil de fer, on fait ça, puis il casse, mais avant de casser, vous avez pu remarquer qu'il chauffe. Quand on déforme un corps, ça frotte et ça chauffe. Eh bien, ces déformations de plus ou moins 100 mètres 2 fois par jour, ça produit de la chaleur qui se rajoute à la radioactivité et qui fait que Io, bien que petit, est très actif. Alors, ça c'était Io. Il y a un satellite que presque la même gamme de taille, c'est Europe. Alors, Europe, le problème, c'est que quand on le regarde, c'est une surface blanche, rayée. Quand on fait des spectres, c'est que de la glace. Il n'y a pas de silicate là-dedans. Ça a une densité de cailloux et c'est recouvert d'eau. Eh ben, c'est que c'est un caillou recouvert d'eau. Enfin, vu qu'il fait moins 180 degrés en plein soleil, en plein midi, en plein été, évidemment, l'eau, c'est de la glace. Alors là, c'est les vraies couleurs. Là, c'est des couleurs un peu renforcées. Si on suppose que c'est fait de fer, de cailloux et d'eau, comme une planète qui se respecte, comme on connaît la densité globale, les proportions, etc., raisonnablement, avec des calculs simples faits par un étudiant de premier cycle, peut-être même un étudiant de lycée, fait qu'on arriverait à une couche d'eau sur Europe d'à peu près 100 km d'épaisseur, et évidemment qui serait gelée, puisque en plein été, en plein midi, en plein soleil, sur une face bien exposée à l'équateur, ça ne dépasse pas moins 170 degrés. Donc on aurait un noyau de fer, un manteau de silicate et une croûte de glace. Alors on va regarder en détail cette croûte de glace, on va faire un plongée dans Io, on va plonger dans cette région-là où vous avez deux rayures qui se croisent, on va plonger là-dedans. Donc c'est des images maintenant bien connues, hein, elles ont ça date de, elles ont 15-20 ans. Et on plonge de plus en plus. Et voilà ce que vous voyez.
avouez que ça ressemble. On a envie de dire, la surface de Io, c'est des radeaux de glace qui dérivent, et entre les radeaux, il y a une mer à peine gelée. Là, la mer est dégelée, mais là, la mer serait à peine gelée. On a envie de dire ça. Alors ça, on va faire l'hypothèse que c'est pas faux, cette histoire-là. C'est intéressant, parce que quand on a un iceberg, depuis Archimède, on sait qu'il y a 1/10 qui émerge et 9/10 en profondeur. Ça ne dépend pas de la gravité. Alors par exemple, là c'est une vue terrestre, hein, les pingouins donnent l'échelle. Vous avez ici une banquise qui, mettons, dépasse de 50 cm, 1 mètre pour simplifier. Ça veut dire que la banquise fait 10 mètres d'épaisseur, il y en a 1 mètre qui dépasse, et puis 9 mètres en bas. Là vous avez un iceberg, mettons, qui dépasse de 10 mètres. Ça veut dire que cet iceberg fait 100 mètres d'épaisseur et qui dépasse de 10 mètres. Ce qu'on a sur Io, sur la Terre, c'est ça, vous avez mon photo, les icebergs gros, et la banquise, j'ai même dessiné les pingouins, vous voyez là. On a sur Europe, ça serait un dispositif comme ça. On aurait des gros trucs, et puis entre les gros trucs, une mer à peine gelée. Alors, c'est assez facile de mesurer la hauteur des falaises de glace. Une technique qu'avait employée, pas avec un grand succès, Galilée, pour mesurer la hauteur des montagnes de la Lune. Il me dit, il suffit de mesurer la taille des ombres, et j'aurai la taille des hauteurs si je connais l'inclinaison du Soleil. Donc, on leur fait la même manip que Galilée, et on voit que ces falaises font de 500 à 1000 mètres de hauteur. Donc, mettons 1000 mètres, ça veut dire que le glaçon fait 10 km d'épaisseur. Et il flotte sur de l'eau. Or, je vous dis, de l'eau, il y en a 100 km à la louche. S'il y a 100 km d'eau et qu'il y a 10 km d'eau solide en surface, ça veut dire qu'il y a 90 km d'eau liquide en profondeur. Et que la structure d'Europe, ça serait ça. 100 km d'eau, une banquise, on va dire une dizaine de kilomètres, et toute cette masse d'eau est réchauffée par en dessous par des volcans comme Io, moins actifs parce qu'on est plus loin de Jupiter, donc les marées sont plus faibles, mais quand même très actifs. Dans ce dessin de la NASA, les dessinateurs ont mis du rouge qui sort, c'est un volcanisme fissural qui sort. Et voici donc à quoi ressemblerait Io, un énorme océan chauffé par les volcans. Alors, évidemment, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cet océan. Hein. Y a-t-il des petites bêtes qui vivent? Je ne sais pas. Ce qui est amusant, c'est que s'il y a de la vie là-dedans, ça serait des Européens. Bon, est-ce que j'ai le temps de parler des satellites de glace? Ça va aller vite. On va reparler de ça, très vite. Et puis après, je conclurai, parce qu'il faudra quand même conclure. Alors, les satellites de glace, quelques belles photos, ça c'est Saturne, c'est du gaz. Vous avez ici Encelade, un satellite de glace, sur un paysage absolument magnifique. Voici Encelade aussi, toujours, au-dessus des anneaux de Saturne. Moi, je ne me lasse pas de ces photos, tellement que c'est beau. Comment c'est un satellite de glace? A priori, c'est comme ça. C'est du fer, des cailloux, et une énorme couche d'eau. Donc de glace, vu la température, on est loin. Alors, ce n'est pas forcément de l'eau pure, c'est certainement de l'eau avec de l'ammoniac, des hydrocarbures et tout ça. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est qu'un satellite de glace. Alors, on va regarder deux, Encelade, qu'on voit pour la 3e fois, qui est un petit, 500 km de diamètre, et Titan, qui est un gros, 5000 km de diamètre. Il est plus gros que Mercure. C'est le 2e satellite du système solaire. Il n'y a que Ganymède qui le dépasse. Alors, quand on regarde Europe, il y a des nuages, comme vous avez vu. C'est comme pour les Vénus, il faut prendre un radar. Là, il y a les Américains qui ont fait ça. Et donc, une bande radar, là, chaque Cassini est en orbite, il marche encore très bien, il est en orbite autour de Saturne, et de temps en temps, il passe au-dessus de Titan. Il met en marche son radar, et on a une bande. Et voilà le genre de truc qu'on voit. Alors, on voit des champs de dunes. C'est pas du dune de sable, c'est du dune de grains de glace, un peu comme des dunes sur de la neige. Tous les montagnes, les rochers, c'est de la glace, et on voit des rivières qui ont coulé. Ce n'est pas des rivières d'eau, c'est des rivières de méthane. Enfin, tout ça, on est loin du sujet. Si on cherche, on voit cette planète glacée avec une géologie délirante, on voit des choses qui ressemblent à des cratères de volcans. Ça n'a pas du tout de forme de cratère de météorite. Et quand on voit ça, j'ai cherché une région Terre qui ressemble à ça. Regardez la baie de Naples, Pozzuoli exactement. On a envie de dire, il y a des volcans jeunes sur Titan. Alors là, je passe parce qu'il se fait tard. Ces volcans sur Titan sont-ils actifs?
La réponse est probablement oui. Ce qui sort, c'est de l'eau, mais pas de l'eau pure, de l'eau qui contient des hydrocarbures. Et après une éruption volcanique, les environs du volcan doivent ressembler à une plage bretonne après une marée noire. Enfin, une plage bretonne, quoi. Parce qu'il y a toujours des marées noires. Et là, en fait, regardez cette région. 27 octobre 2005, rien de spécial. 15, alors ça, c'est vu au infrarouge à travers les nuages. 15 janvier 2006, il y a une tache grise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui absorbe les infrarouges, là. Et en mars 2006, ça absorbe encore plus. Très probablement qu'il y a eu des éruptions volcaniques par là, qui ont tout recouvert d'un produit qui absorbe beaucoup l'infrarouge, très probablement des hydrocarbures lourds. Donc, doit-on appeler ça du volcanisme? La structure de Titan doit ressembler à ça, le fer, la glace, l'eau. Mais cette eau, chauffée par les marées et tout ça, évidemment de la glace en surface, il fait froid, c'est de l'eau à mi-profondeur, un océan d'eau liquide, et en dessous, ça redevient de la glace, non pas parce qu'il fait plus froid, mais parce qu'il y a la pression. Or, quand on comprime de l'eau très fort, ça fait ce qu'on appelle des glaces de haute pression. Donc là, vous avez sans doute sur Titan un océan pris en sandwich entre de la glace normale et de la glace de haute pression. Toute la question est que pourrait-il y avoir dans cet océan profond? Et on va finir par Encelade, presque finir par Encelade. Il y a une semaine, j'aurais fini par Encelade. Là, je vais finir par autre chose. Encelade, c'est un satellite extraordinaire. Regarde, c'est petit. C'est à peine plus gros que la Belgique. Et il y a une géologie différente. Regardez la surface d'Encelade, on voit des craquelures, des machins, des trucs. Alors ces craquelures vues de près, regardez ça, ceux qui ont fait de la géologie, ça ressemble à une dorsale océanique. C'est pas Est-ce que j'ai mis une dorsale? Non, j'ai pas mis une dorsale. Mais voilà une craquelure. Et bien parmi ces craquelures, quand on regarde à contre-jour, la lumière diffusée, ça crache. Ces craquelures crachent des panaches de vapeur d'eau qui viennent tout de suite de la glace quand elles arrivent dans le froid. Il fait moins 222, moins 200 degrés en plein soleil. Hein. Ça fait des panaches de glace, des volcans d'eau, là encore, tout un débat. Est-ce que c'est des volcans sur des geysers? Il y a des débats sur le sexe des anges aussi. C'est très intéressant. Donc, des jaillissements extraordinaires d'eau qui sortent. Regardez la taille de ces panaches par rapport à la taille du satellite. Et voilà, alors là, c'est la même chose un peu que Titan. Sauf qu'il n'y a pas de glace de haute pression, c'est trop petit. Et puis qu'il y a des communications. On a vu la vapeur, qui devient tout de suite glace, sortir, alors que sur Titan, on a simplement vu un recouvrement noir, mais on n'a pas vu l'éruption en ordre de marche. Alors, j'aurais conclu là, la semaine dernière. Mais, le 12 décembre, on est le 19, il est sorti dans les NASA News, ce papier. Hubble a mis en évidence, je vous montre tout de suite la photo. Alors la résolution n'est pas bonne, hein, c'est au télescope spatial, on n'est pas autour d'Europe, on est autour de la Terre. Des jets de vapeur qui sortent de par là sur Europe. Exactement comme Encelade, en beaucoup plus petit. J'avais pressenti qu'il y avait peut-être bien un océan d'eau liquide sous Europe il y a 10 minutes. J'avais même dit que s'il y avait des poissons, ce seraient des Européens. Et bien là, cette eau, elle sort. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pour faire de la vie, il faut de l'eau liquide, tout le monde est d'accord, il faut du carbone, tout le monde est d'accord, il faut de l'énergie. La vie a besoin d'énergie pour faire ses molécules, etc. Alors sur Terre, tout le monde connaît la photosynthèse, c'est la source d'énergie. Il y en a une autre. Si je prends une personne au hasard, monsieur là, le premier rang, en kilos, en quantité, où est-ce qu'il y a le plus de kilos de matière vivante sur Terre? C'est vous. Je ne vous demande pas un nom géographique, mais quel contexte, quel écosystème? Non. C'est le sous-sol profond. Entre, mettons, moins 100 mètres et moins 4 à 5000 mètres, il y a plein de bactéries qui vivent. Alors, elles ont été découvertes en 1995 par des pétroliers. On ne sait pas les cultiver. Les biologistes ne s'intéressent pas à ça. Les biologistes s'intéressent qu'à la partie émergée de l'iceberg. On leur dit qu'il y a un gros machin dessous, ils s'en foutent. De toute façon, ceux qui leur donnent des crédits, c'est la recherche médicale. Donc, ces bactéries en profondeur n'intéressant pas la recherche médicale, il n'y aura pas de crédit. L'essentiel, semble-t-il, de la vie en kilos, ce serait des bactéries endogées, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vivent dans le sous-sol profond jusqu'à une température d'à peu près 120 degrés.
Et quelle est la source d'énergie qui fait vivre ces bactéries? C'est des réactions chimiques complexes entre l'eau et les cailloux quand ceux-ci contiennent du fer de plus, pour parler en chimie. Donc ici, c'est bon, parce qu'on a de l'eau liquide au contact de cailloux, Encelade aussi. Alors que là, c'est pas bon. Parce qu'on a de l'eau liquide, mais qui ne touche pas des cailloux. Alors, on ne voit pas quelle source d'énergie il pourrait y avoir. Peut-être qu'on voit mal, hein. Mais Europe, comme Encelade, il y a de... Là, c'est Encelade. Europe, rappelez-vous, là, j'avais mis... Il y a même un volcan que la NASA avait dessiné. L'eau liquide en contact avec les silicates. Donc, il y a là la source d'énergie qui pourrait être utilisée par la vie. Je ne dis pas que la vie l'utilise, mais Europe est tout à fait habitable parce qu'il y a les 3 ingrédients, l'eau liquide, le carbone et l'énergie disponible. Et c'est pareil pour Encelade. Alors, allez voir si c'est vrai, c'est pas facile. Il faudrait, par exemple, sur Encelade, se creuser. Sur Titan, sur Europe, qui est plus facile d'accès, c'est tellement plus près. Il faudrait creuser quand même 10 km. Mais si ça sort tout seul, et on sait depuis une semaine que ça sort, il n'y a qu'à se poser là et voir s'il n'y a pas quelques petites choses dans cette eau qui sort. Dans Encelade, on a analysé chimiquement l'eau qui sort. Il y a plein de molécules organiques là-dedans. Ça va jusqu'en C6. C'est les limites expérimentales de l'analyseur de Cassini. Donc on sait qu'il y a des réactions qui font des molécules organiques là-dessous. On ne sait pas si elles vont plus loin que la simple molécule, et si elles vont jusqu'à la vie. Ça va être pareil sur Europe, et c'est plus facile d'aller sur Europe. Donc la prochaine mission, il faut vraiment aller là. Dites-le à votre député. Et je vais conclure avec, là j'ai quand même fait 165 diapos, et je vous montre le plus célèbre volcan du système solaire, celui du Petit Prince, qui est un grand Lyonnais. Saint-Exupéry est un Lyonnais. Je vous remercie. Y a-t-il encore des questions, puisque j'ai fait des pauses intermédiaires? Alors, qui se lance, monsieur? Ah ben ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Voilà, bouteille. Vous savez, les géologues, ça a l'habitude. Comment ça marche, oui. Ah, ça vous dit bien. Oui. Est-ce qu'on a pu expliquer comment sur des planètes il n'y a que de la roche et comment sur d'autres ou des corps célestes il y a de l'eau? Oui. Enfin, on a pu proposer des explications. Alors, le système interne, Mars, Vénus, Terre, etc., les terres, la Terre, a priori, s'est fait sans eau, ou vraiment pas beaucoup. Et l'eau est arrivée juste après la formation de la Terre, disons dans les moins de 100 millions d'années qu'on suivit, sous forme de bombardements de comètes et de météorites particulières qu'on appelle les chondrites carbonées. Une chondrite carbonée, ça contient jusqu'à 10% d'eau. Une comète, ça contient jusqu'à 80% d'eau. Les études des orbites dans le système solaire primitif, avec les planètes qui grossissent, qui se déplacent, en particulier des déplacements de Jupiter et de Saturne et tout ça, font un pagaille monstrueuse dans le système solaire externe. Et dans le système solaire externe, la combustion chimique normale, c'est beaucoup, beaucoup d'eau. Et la Terre, Mars, Vénus ont été bombardés par des corps contenant beaucoup, beaucoup d'eau. Et par exemple, la masse d'eau sur la Terre, c'est à peu près 1 pour 1000. 1 pour 1000 de la Terre, c'est de l'eau. C'est énorme. La Terre, c'est 10 puissance 24 kg. Il y a 10 puissance 21 kg d'eau sur Terre. En surface, c'est plus, mais il n'y en a pas épais. Alors ça, c'est pour l'eau du système solaire interne. L'eau du système solaire externe, c'est encore plus simple. Les poussières qui se sont condensées pour faire la nébuleuse, il y avait un gradient de température dans la nébuleuse. Près du Soleil, il faisait très chaud. Donc une poussière très chaude, ça ne peut pas être une poussière d'eau, parce qu'une poussière, ça s'appelle du givre. Du givre à 500 degrés, eh ben, ça s'évapore. Donc près du centre de la nébuleuse, on n'avait que des poussières silicatées métalliques. Et plus on s'éloignait du centre, plus il faisait froid, et plus on avait toujours des silicates et des métaux, mais aussi beaucoup d'eau. L'eau, c'est la deuxième molécule du système solaire. Si vous prenez le nombre d'atomes dans l'univers, d'après l'étude spectrale, 90% des atomes, c'est l'hydrogène. 9%, c'est l'hélium. L'hélium, on la met de côté, c'est un gaz qui n'a aucune affinité chimique, il ne fera jamais de molécules. Donc, un hydrogène, l'hélium, on n'en parle pas. Ce qui arrive en 3, c'est l'oxygène.
Alors il y en a beaucoup moins, c'est à peu près, donc l'hélium c'est 9%, tout le reste c'est 1%, et l'oxygène c'est peut-être la moitié du 1%. Vient ensuite le carbone et l'azote d'ailleurs. Mais vous voyez que si vous prenez des atomes réactifs, le premier c'est l'hydrogène, le deuxième c'est l'oxygène, l'eau, qui est une combinaison des deux, c'est la molécule la plus abondante après H2. Donc de l'eau il y en a partout dans l'univers, et dans les nébuleuses, les poussières, quand il fait chaud c'est des silicates, et quand il fait froid il y a toujours les silicates, mais il y a beaucoup plus d'eau. À moins 200 degrés, il y a du givre partout. Et le système solaire externe a été fait par agglomération de ces poussières pleines d'eau. Et donc, c'est pour ça que vous avez tous vos corps qui sont pleins d'eau. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en prime, ils étaient suffisamment gros pour attirer l'hydrogène et l'hélium et devenir une grosse boule de gaz. Donc la question, c'est pas pourquoi il y a de l'eau à l'extérieur et pas à l'intérieur, c'est pourquoi Io, par exemple, qui est à l'extérieur, n'en a pas. Et pourquoi Europe en a si peu, 100 km. Les autres satellites, Ganymède et Callisto, c'est au moins la moitié d'eau. C'est parce que nos satellites de Jupiter, Io et Europe, sont chauffés par les marées. Prenons Io, il y a des morceaux de la surface qui sont actuellement à 1200 degrés, dans le vide. Vous imaginez de l'eau à 1200 degrés dans le vide, elle s'évapore. Donc Io devait être comme Titan, comme Encelade, avec une grosse majorité d'eau au départ, mais elle est toute partie. Chauffée par ça. Europe, elle est presque toute partie. Il en reste une petite couche de 100 km. Et tous les autres satellites, j'ai montré deux, Titan et Encelade, j'aurais pu montrer Ganymède et Callisto, ont une majorité d'eau et c'est normal. Ai-je répondu à la question? Une autre question? N'hésitez pas. Là, derrière. Oui, ici, Christophe. Ben, on va parler de notre petite voisine, la Lune. Oui. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, quelle est la théorie qui explique la formation de la Lune la plus cohérente? C'est la collision tangentielle. Alors c'est un vieux débat là, à l'origine de la Lune. Depuis qu'on a une idée de comment est fait le système solaire, on voit que tous les gros satellites des planètes sont dans le plan équatorial des planètes. La Lune n'est pas dans le plan équatorial de la Terre, elle est quasiment dans le plan de l'écliptique, à 4 degrés près. Donc la Lune est une exception dans le système solaire, avec Charon, qui est un satellite de Pluton. Deuxièmement, dans le coin de la Terre, maintenant qu'on sait comment elle fait le système solaire, une planète devrait avoir en masse à peu près un quart de fer, 3/4 de cailloux. La densité de la Lune, on la connaît depuis Cavendish, est légère, c'est 3, et quelques. Il y a très peu de métal, de choses lourdes, donc, pour parler en langage moderne, quasiment pas de noyau sur la Lune, un tout petit noyau. Donc la Lune a presque la composition chimique du manteau terrestre. Et ça, longtemps les gens ont vu ça, même au 19e siècle, les gens ont dit bah, c'est très simple, la Lune est un morceau de la Terre. Et pour faire partir un morceau de la Terre, eh ben, c'est le fils Darwin qui a eu l'idée, c'est un astronome, le fils Darwin. Il savait que la Lune s'éloigne de la Terre, pour des raisons de marée. Il dit si elle s'éloigne dans le temps, elle était prête. Pour cause de moments cinétiques, vous savez qu'une patineuse qui est dans ses bras, elle ralentit, mais si elle rapproche ses bras, elle accélère. Une Lune très près de la Terre, elle a un système qui tourne très vite. Et Darwin a dit, bah, c'est très simple, au début la Lune et la Terre étaient confondues, c'est un seul machin, mais la Terre tournait tellement vite, par effet de front, il y a un morceau qui est parti. Et il a même proposé que la cicatrice de par où est partie la Lune, c'était le Pacifique. Bon, bah, on était au 19e siècle, hein, vous ne pouvez pas connaître tout ce qu'on sait maintenant sur le Pacifique. Alors on a pu montrer que ça ne tenait pas, parce qu'un machin comme ça, la Lune aurait été dans le plan de l'équateur de la Terre, par exemple. Et là, la Lune n'est pas dans le plan de l'équateur de la Terre. Ensuite, il y a les missions Apollo, qui ont ramené plein de cailloux, 380 et quelques kilos de cailloux, on a fait plein d'analyses, et on a vu qu'en gros, la composition chimique globale de la Lune, alors on n'a pas la composition chimique globale de la Lune, on a 380 kilos de cailloux. Mais avec ces 380 kilos de cailloux, les géologues sont quand même des gens qui tirent la ficelle jusqu'au bout, et on a pu, avec ces kilos de cailloux, reconstituer la chimie de la Lune, en appliquant les lois de la physique, de la chimie, de la géologie et tout ça. Et la Lune a en gros la composition du manteau de la Terre, moins certaines bricoles. Et les bricoles que la Lune n'a pas, c'est ce qui est très volatile. Et là, les choses que la Lune a en trop, c'est ce qui est très réfractaire. Et si on met toutes les données, plus d'autres que je n'ai pas dit, bout à bout, la seule façon qu'on a actuellement de faire la Lune avec les données qu'on a, sa masse, son moment cinétique, le moment angulaire, son orbite, la localisation de son orbite, sa chimie des majeurs, sa chimie des... Il faut prendre une Terre déjà faite, avec son noyau, son manteau. Une Terre, ça se fait très vite. Hein. Une Terre, ça se fait en 50 millions d'années, vous faites la Terre. Je
dis souvent à mes étudiants rigolant, il a fait plus de temps pour faire les Alpes que pour faire la Terre. Vous avez la Terre toute faite, elle est toute neuve, mais toute faite. Vous avez un corps à peu près de la taille de Mars, sans doute différencié aussi, qui lui rentre dedans. Alors pas comme ça, mais comme ça, tangentiellement. Et on a fait des simulations informatiques, même les militaires n'oseraient pas faire ça en vrai. On a fait des simulations informatiques, et en mettant les bons ingrédients, la bonne vitesse, la bonne masse, le bon angle, on arrive à faire la Lune. La première fois que ça a été fait, c'est avec des ordinateurs grossiers, c'est dans les années 80. Alors depuis, les ordinateurs se raffinent. Avant, c'était en 2 dimensions, on fait des simulations en 3 dimensions. Mais pour l'instant, la seule façon qu'on ait de faire la Lune telle qu'elle est, c'est une collision. Alors il y a des grands débats, en particulier la part... bon, il y a des débats, mais en gros, c'est la collision. Voilà, je pense que ça va suffire pour ce soir. Une dernière question? Oh, même une avant-dernière. Oui. Hein. Où est l'impacteur de la Terre? Mais votre question, si je peux me permettre, cher monsieur, est idiote. Plaisanterie mise à part, ça s'est fait quand la Terre avait la Terre a 4,55 milliards d'années. Elle avait 4,50. Elle était encore, a priori, complètement liquide, parce que la chaleur d'accrétion qu'il a fait, même si elle n'était pas complètement liquide, ce choc l'a complètement liquéfiée, au moins en surface. Elle a dû être couverte par un océan de magma. Donc la cicatrice a été cicatrisée tout de suite. Bon, même s'il en était resté des bouts, vous imaginez depuis 4,5 milliards d'années le nombre de fois que tout le manteau a fait des tours avec la tectonique des plaques. Donc il ne peut pas y avoir de cicatrice. C'est illusoire d'en chercher. Je parle du corps qui a impacté la Terre. Alors c'est moi qui suis idiot parce que je n'ai pas compris la question. Donc où est-ce qu'est le corps? Alors, la première simulation historique qui a fait la Lune avec sa masse actuelle, son orbite actuelle, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est la première qui a marché. Le noyau du corps impacteur a fait une orbite ou deux et est retombé sur Terre et est rentré pour se mélanger avec notre noyau à nous. Et le gros de la masse de l'impacteur, qui avait la taille de Mars, la Lune c'est un 80e de la taille de la Terre, Mars c'est un 10e. Et la Lune, c'est surtout des morceaux de terre. Le gros de la masse de l'impacteur était réduit en 1000 morceaux, et ça fait des machins. N'oubliez pas que sur le système solaire, la Lune par exemple, Mars, pendant 500 millions d'années, on a tous les grands cratères lunaires, mercuriens, etc., datent de entre moins 4,5 et moins 4. Et bien, peut-être une partie de tous ces cratères qu'on voit partout dans le système solaire, qu'entre moins 4,5 et moins 4, sont des morceaux de l'impacteur. Alors maintenant, il y a un grand débat, c'est la part dans la Lune de ce qui vient de l'impacteur et ce qui vient de la Terre. On connaît la chimie de la Terre, et encore, on ne connaît pas la chimie de l'impacteur, et on ne connaît pas très bien la chimie de la Lune. Donc beaucoup de gens disent un peu ce qu'ils veulent, ils font des modèles, mais il faut retourner vraiment sur la Lune pour avoir un échantillonnage plus complet. On n'a pas de morceaux de manteau lunaire, par exemple. On connaît le manteau lunaire parce qu'on a des basaltes, on fait de la chimie pour voir si on a cette chimie de basalte. On sait où aller pour trouver des manteaux lunaires, hein, mais il faut y aller. Donc, il faut payer un peu plus d'impôts, ou plutôt employer un peu mieux nos impôts. Une autre question? Il y en a une devant là. Oui. Oui, bonsoir. Comment peut-on expliquer qu'il y ait plein de mer sur la face visible et pratiquement pas sur la face cachée? C'est une excellente question. Je suis en train de me demander comment on va répondre. Alors, quand on a... Est-ce que vous connaissez des régions volcaniques? Le Vésuve, par exemple. Le Vésuve, il n'y a pas de problème, il y a de la lave qui sort. Mais elle ne devrait pas sortir. La lave, le basalte, ça a une densité de 8 à 2,9. La croûte continentale italienne, densité 2,7. C'est comme une banquise qui a une densité de 0,9, et puis dessous, il y a de l'eau. Si vous mettez, quelle que soit l'origine du basalte que vous faites, si vous mettez une poche de basalte juste sous la croûte, il n'y a aucune raison qu'il monte, parce qu'il est plus dense. Il va monter jusqu'à l'équilibre des pressions, et c'est comme l'eau, parce qu'il fait un trou dans la glace, l'eau va monter, elle s'arrêtera à 9, elle va montrer 9/10 du trou, mais quand un phoque fait un trou dans la glace, l'eau ne jaillit pas. Et le basalte n'a pas plus de raison de jaillir que l'eau d'un trou de phoque. C'est un problème que personne ne se pose comme question. Le basalte jaillit, c'est une évidence, ça se voit. Les gens ne se demandent pas pourquoi. Pourquoi il jaillit?
pourquoi il sort, pourquoi il traverse un solide plus dense, c'est parce qu'il vient de plus profond. Le manteau a une densité de 3,3, le basalte de 2,9 et la croûte continentale de 2,7. Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu physicien, quand vous avez du basalte dans du manteau, il reçoit une poussée d'Archimède, je dirais positive, un excès de poussée d'Archimède par rapport à son poids. Quand il est dans la croûte, la poussée d'Archimède est plus faible, donc c'est pour ça qu'il ne monte pas. Mais s'il vient de suffisamment profond, l'excès de poussée d'Archimède qu'il aura pris dans le manteau lui permettra de franchir la croûte. Première partie du raisonnement. Deuxième partie du raisonnement, le peu de sismologie qu'on a sur la Lune et les études de gravimétrie avec l'orbite des satellites qu'on a sur la Lune montrent que la croûte lunaire est plus épaisse sur la face cachée que sur la face visible. Je vous dirai peut-être pourquoi tout à l'heure. Mais c'est comme ça. Donc, imaginez que la source du volcanisme soit partout la même, mettons 100 km de profondeur. La croûte continentale, la croûte lunaire fait 80 km sur la face cachée, même pas 50 sur la face visible. Donc, si ça fait à 100, le basalte traverse 50 km de manteau sans problème, il est moins dense. Et pendant qu'il traverse, il prend de la poussée d'Archimède positive et il peut traverser la croûte. Sur la face cachée, la croûte étant plus épaisse, s'il est à la même profondeur, il peut presque pas. Un petit peu, il y a quelques mers lunaires, mais pas beaucoup. Donc la grande question, c'est pourquoi la croûte est plus épaisse d'un côté que de l'autre. Alors, je ne vais pas répondre à la question parce que je ne sais pas, mais je peux répondre à moitié. Imaginez que pour une raison X que je ne connais pas, la croûte soit plus épaisse d'un côté que de l'autre. Un processus géologique inconnu fait que ce soit comme ça. La croûte, c'est fait de matériel moins dense que le manteau. Donc un excès de croûte, ça veut dire que c'est léger. Une croûte mince, c'est lourd, une croûte épaisse, c'est léger. Or, avec la capture gravitaire de la Lune par la Terre, avec toujours la même face sur la Lune, c'est normal que ce soit la face lourde, croûte mince, qui soit dirigée vers la Terre. Donc je sais tout expliquer, sauf pourquoi la croûte est asymétrique avec un côté plus épais et un côté moins épais. Dès que j'ai résolu cette question, je sais tout. Le côté à croûte épaisse et la face cachée, c'est normal. Et la croûte étant plus épaisse, s'il y a moins de basalte, c'est normal. La vraie question, je suis incapable de répondre, c'est pourquoi cette inégalité d'épaisseur des couches. Il fallait quand même au moins 3 minutes pour répondre à la question. Bravo. Bien, je pense qu'on va arrêter là, si on va y passer toute la nuit. Merci encore infiniment pour cette magnifique conférence. Merci beaucoup. Voilà, et bien... Hop. Et au nom de toute l'équipe du club d'astronomie Olympus Mons, vous l'avez vu en vrai, et de CITEC 2, on vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et on vous attend à la rentrée. Il y aura encore une conférence d'astro, probablement de la cosmologie, vers le mois de février-mars. Et sinon, on aura un cycle très intéressant, très passionnant d'archéologie. Donc voilà, à très bientôt. Bon retour. Merci beaucoup.